Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Transparence. C'est la 28e édition. Oui, nous entrons dans l'année 2021 à grands pas et nous avons choisi une invitée ce soir. Oui, c'est une invitée. Le thème qu'on a choisi pour cette émission, la pratique du sport est-elle un élément essentiel au bien-être humain? La pratique du sport est-elle un élément essentiel au bien-être humain? Notre invitée cette semaine est Mackenzie Détournel, une jeune Aquinoise qui évolue en France depuis une dizaine d'années. Oui, à peu près. Mackenzie Détournel a fréquenté l'école mixte Eddy Pascal dans la commune de Carrefour, des classes préparatoires à la classe de philo. Elle entre à l'ENART en 2003, où elle fit des études d'art plastique. Elle en sort en 2007. De 2008 à 2009, elle poursuit ses études en marketing et en relations publiques au CEDI. Le CEDI, c'est quoi? C'est le Centre d'études diplomatiques et internationales. Mackenzie Détournel arrive en France après le séisme, plus précisément en avril 2010. Elle s'inscrit en 2011 à l'Université Paris 8, donc elle n'a pas perdu de temps, pour une licence puis un master. Elle est actuellement professeure d'art plastique dans un collège. Elle est coach personnel et artiste plasticienne. Mackenzie Détournel fait beaucoup de sport. Elle travaille pour une association sportive depuis 4 ans et gère une page Facebook appelée Haïti Harmonie. A comme là, apostrophe, Money. C'est un jeu de mots. Donc Haïti Harmonie, une page Facebook dont les artistes membres sont plus d'une centaine déjà. Elle est également membre active de l'association Calais Bibit. Cette femme sportive aime le cinéma, les danses afro, la cuisine haïtienne, les bords de mer, la verdure. En gros, elle aime la nature. Créatrice de bijoux ethniques, faits main. Vous allez comprendre tout ça dans quelques instants. Mackenzie Détournel dit qu'elle écrivait aussi « Il fut un temps ». On va essayer de comprendre tout cela dans quelques instants. Mais la question que j'ai envie de la poser pour commencer, déjà je lui dis bonsoir. Bonsoir Mackenzie. Bonsoir Pradel, bonsoir amis téléspectateurs. Merci pour l'invitation déjà. C'est un plaisir pour nous que tu répondes à notre invitation. Lorsqu'on a un grand frère, un petit frère, une grande sœur, une petite sœur, ça veut dire dans les 5 frangins, tu es en plein milieu. Exactement. Est-ce qu'on se sent choyé ou délaissé? Alors, ça dépend. On peut être choyé, tout comme on ne peut ne pas l'être. Pour ma part, ça n'a pas été le cas. Je m'explique. Qu'est-ce qui n'a pas été le cas? Tu n'as pas été choyé ou tu n'as pas été délaissé? J'ai choyé parce que je n'ai pas grandi avec mes parents. Donc, j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Qui, elle, était tout le temps déjà au marché, passait toutes ses journées au marché. Elle rentrait très tard. Et puis, mon grand frère, lui, il vivait sa vie. Il vivait sa vie. Donc, voilà. Parfois, je me retrouvais plutôt seule, j'ai envie de dire ça comme ça. J'ai plus ou moins fait mon éducation aussi toute seule. Donc, j'ai pas été choyée, comme je l'ai dit au début. Et puis, mes petits frères et petites sœurs sont nés en France, eux. Donc, on n'a pas grandi ensemble. On s'est découvert en 2010 à mon arrivée en France. Tout ça pour vous dire que donc ça aurait pu être le cas, mais ça ne l'a pas été. Mais tu n'as pas été délaissé non plus. Délaissé dans quel sens? Délaissé du genre, bon, on s'occupe des autres, mais pas de moi. Je pense que oui. Je pense que un tout petit peu. C'était le cas. Ok, c'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas maintenant. Parce que tu es une grande fille, tu t'occupes de toi-même. Exactement, je m'occupe de moi-même, donc c'est plus le cas. Comme vous pouvez le constater, je prends soin de moi-même. Très bien. Les premières années d'école, comment ça s'est passé? Parce que en fait, tu es resté dans une école du début à la fin. On ne va pas entrer dans cette école tout de suite, mais j'ai envie de savoir comment ça a commencé. L'école préparatoire, c'était difficile, mais tu n'as plus de souvenirs de tout cela? C'est trop loin. J'ai quelques souvenirs, j'ai des vagues souvenirs. Donc, ça a été plutôt studieux, si je peux dire ça comme ça, des années studieuses. C'est bizarre, tout le monde dit Vénitia, c'est le cas, j'ai toujours été la première de la classe pendant quelques années quand même, jusqu'à élémentaire 2, donc
préparatoire 1, élémentaire 1, élémentaire 2, puis voilà, ça... Tu sais qu'on cite plus ce genre de classe maintenant? Ils parlent de première, seconde, troisième, etc. Je sais pas, je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, mais pour ma part, ça a été ça. Donc, j'ai été Moi toujours aussi, la t'inquiète première, mais ensuite, j'ai décroché. Décroché dans quel sens? Bon, j'ai eu des 7 et des 6 de moyenne. Vous avez commencé un petit ménage de ça? Non, c'est pas ça. Vous partez à l'école encore? C'est pas ça. Donc, c'était suite au départ de ma mère. Donc, elle avait quitté le pays et j'avais 9 ans à peu près. Donc, imaginez ce que ça fait. Et j'ai décroché un petit peu, mais j'ai toujours été la première de la classe. Pendant un certain temps. Pendant un certain temps, exactement. À quel moment de ton cursus as-tu pris la décision de faire des études en art plastique? Est-ce que c'était pendant les écoles préparatoires élémentaires ou bien une fois arrivé en secondaire? Ça me fait rigoler parce qu'à l'école, je me rappelle que je dessinais tout le temps. D'ailleurs, je mettais tout le temps à mettre dehors l'école là parce que je dessinais dans la classe là, dans le cours mathématiques, etc. M'a fait dessin. C'est ce qu'on appelle une vocation. Hein? Une vocation, oui, on peut appeler ça comme ça. Donc, monsieur Eddy Pascal, il est mort en 2015. Donc, le directeur de cette école dans laquelle j'ai fait quasiment toutes mes classes de préparatoire à... C'est pas quasiment, tu as commencé, tu as fini là-bas. J'ai commencé, j'ai fini, mais pas la maternelle quand même. Et donc, un jour, il a vu mes dessins, il m'a parlé de l'ENART, École nationale des arts. Je ne savais même pas que ça existait. Que ça existait. Tu avais quel âge à l'époque? C'était un philo. Un philo quand même, ah oui. Donc j'avais 19 ans. Tu avais déjà bien avancé. Exactement, j'avais 19 ans et puis il m'a parlé de l'École nationale des arts, puis de Dieudonné Sédor, peut-être que vous connaissez, c'est un artiste haïtien qui est mort d'ailleurs. Donc il est parmi des artistes haïtiens les plus connus au monde. Et j'ai suivi pour la première fois une conférence avec lui. Donc j'ai appris à dessiner, j'ai appris aussi à peindre. Mon premier contact avec la peinture a été avec M. Sédor. Sédor? Et puis Dieudonné Sédor. Sédor, ok. Et puis de là étant, j'ai passé le concours à l'École nationale des arts. Il faut dire que je voulais devenir médecin. Comme tout bon élève haïtien, oui, bien sûr. Et puis à l'époque, j'ai passé les examens d'entrée. Je ne sais plus comment cette école s'appelle. C'est à l'ALU, l'école... j'ai oublié. Je ne connais pas le nom des écoles professionnelles en Haïti. Ok, bon. Et voilà, j'ai passé les 2 examens d'entrée, et pour l'École nationale des arts et pour l'école de médecine. J'ai pas été... Tu as raté l'école de médecine comme par hasard. Donc, je me suis retrouvée à l'École nationale des arts, et puis voilà. Finalement, tu n'avais pas trop le choix au niveau des établissements où il fallait faire les études d'art plastique. C'était l'ENART ou l'ENART? C'était l'ENART. Bon, après, on a le centre d'art, mais c'est pas la même chose. Au centre d'art, vous pouvez avoir quelques cours de dessin, de peinture, quelques conférences aussi, mais c'est pas la même chose. Donc, l'ENART, c'est comment vous dire ça? C'est l'unique école d'art du pays et que j'ai eu la chance de l'intégrer en 2003, tout de suite après mes études. C'est l'école de référence, il faut le dire, en Haïti, en ce qui concerne les arts. C'est l'école de référence. J'ai même envie de dire en ce qui concerne les arts en général, parce que à l'ENART, vous pouvez croiser toutes sortes des de métiers renom, artistiques, des artistes de renom, exactement, comme Jean-Jean Roosevelt qui était à l'École nationale des arts. Et voilà, parfois on voyait Yol des Roses, on voyait du beau monde défiler. En fait, ces anciens étudiants reviennent de temps en temps, passent un petit moment ou bien donner quelques cours, des conférences, etc. Parce que c'est la base, c'est la clé, c'est comme si, en fait, ENAT, c'est les gens là qu'on la donne qui attire le monde. Et puis, de pour manger ou coller. Quand on tout étudiant, ENAT connaît, c'est en bas mango. Donc, il y a un pied mango dans la cour, en bas pied mango. C'est là toute réunion faite. Exactement, réunion faite en bas, tout le bagage parler, mango manger tout. Oui, bien sûr, obligatoirement, mango à goût. Une fois devenue plasticienne, parce que tu as choisi l'art plastique, les arts plastiques à l'ENART, une fois devenue plasticienne, il fallait pouvoir vendre tes connaissances en art plastique. Et tu as décidé de faire du marketing et des relations publiques. Oui, c'était stratégique ce choix? Exactement. Donc avant, il y a 10 ans, bon, c'est un rêve que je nourris plus, mais c'était ça il y a 10 ans. Donc je voulais avoir une galerie d'art à moi où je pouvais vendre mes œuvres et aussi d'autres œuvres d'autres artistes. Et donc suite à ça, j'ai intégré le CEDI, donc c'est le Centre d'études diplomatiques et internationales.
Donc, malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que vous connaissez tous la suite. On a eu le séisme en 2010. Et puis, bon, comme vous le savez déjà, on a changé de pays, changé de contexte. Il fallait tout recommencer à zéro. Donc, on a laissé de côté nos rêves. Et voilà. Mais l'idée d'ouvrir une galerie n'existe plus ou bien tu trouves que c'est trop loin, ça ne t'intéresse plus? C'est pas que ça m'intéresse plus, mais pour le moment, c'est pas mes priorités. En fait, ça fait pas partie de mes priorités. On va revenir à un sujet assez intéressant et triste aussi, mais on est obligé d'en parler parce que ça fait partie de ton histoire. Oui. C'est cette journée du 12 janvier, mais on revient là-dessus juste après cette petite pause. Je vous rappelle que cette 28e édition de Transparence est possible grâce à la revue culturelle Boyo Magazine, grâce à l'émission Boulevard du Compas et également à l'artiste Wilson Amos qui nous soutient. Et nous faisons un petit coucou également au restaurant Aux Ananas qui soutient notre chaîne H-Live. La pause tout de suite, on revient dans un instant. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce que li tap capable bay lumière 24/24 vrai. Konya, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Konya, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous kwaper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen la dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépasser 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avance avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche là qui joue. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous sommes de retour dans la 28e édition de Transparence avec notre invité Mackenzie Détournel. Vous la connaissez maintenant, vous commencez en tout cas à la connaître. Et là, on va parler justement de cette fameuse journée qui a changé l'histoire d'Haïti, cette fameuse journée qui a marqué beaucoup de vies, cette fameuse journée qui restera toujours gravée dans notre mémoire d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas un Haïtien au monde sur les 11-12 millions que nous sommes, qui n'a pas perdu quelqu'un, soit de sa famille, soit un ami, soit un proche ou une connaissance. Et j'aimerais savoir, puisque tu étais en Haïti, tu étais en pleine étude, tu étais dans tes années d'études au CEDI, malheureusement ça s'est arrêté brusquement comme beaucoup d'autres vies. Comment as-tu vécu ce fameux après-midi du 12 janvier? Alors... Où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais. Et une image qui t'a circulé sur Facebook qui montrait un jeune homme qui était avec un petit chéri. Et au moment où Chita, il a parlé, il a fait belle petite blague. Et puis c'est le moment où ça arrivé. Toi, tu étais où? Comment ça s'est passé? Bon, moi-même, moi, j'étais là quand même. Et tu habitais où à l'époque? Moi, j'habitais Carrefour, dans la zone Wane. Oui, Wane en haut, vraiment en haut. En haut, ok. Ça veut dire que tu étais presque dans l'épicentre. Brochette. C'est pas loin. Brochette, pas loin, Wane, ok. Et donc, j'étais chez moi, à la maison. J'étais à la maison avec ma grande sœur et son fils à l'époque qui avait 1 an et demi. Et puis, ça a commencé à vibrer. Non, peut-être pas, moi, penser, ça t'a... C'est comme d'habitude, nous qu'on senti ce coup déjà, ça a passé quelques minutes après, tout le monde a prié. Moi, personnellement, c'est ça moi qui pas répondu fait. Et puis, quand le monde n'a pas jamais campé. Nous avons habité dans un caille à l'étage, nous étions dans le premier étage, il y a un caille en face là. En fait, 2 cailles, ça, c'était pour même propriétaire. Moi, je viens prendre ça au sérieux, c'est les cailles en face moi, les écoulés avec
tout le monde qui était là-dedans. Donc, tu as un petit monde qui tape joué en bas, une espèce de remise qui est en bas, qu'elle a tombé. Et puis, moi-même, je me souviens dernier mot, moi, dit, moi, regarder ça maintenant, moi, dit que nous mourir. Moi, je pensais nous mourir pour de vrai. Et puis, tout de suite. Là, vous êtes à l'étage ou Non, à l'étage, non, à l'étage, mais vraiment, quand elle a balancé de droite à gauche, moi, je t'ai dit, on nous descend, mais ça pas, nous pas réussi à descendre parce que l'escalier a tapé. Il a fait des c'est peut-être mieux d'ailleurs que vous. Oui, mais réflexe c'était réflexe descendre, mais nous pas réussi à descendre parce que l'escalier a tapé. Ça bougeait de trop. Et puis les cas a tombé, moins conscient que il y a un bagage grave qui arrivait, mais peut-être pas à ce point comme tout le monde connaît là. Oui, l'amplitude que ça avait, tu ne pensais pas trop. Oui. Et donc moi c'est un monde tout qui moi garder calme, peu importe situation. Moi penser dans quartier, j'étais ou dans monde qui était plus calme. Qui était plus calme, bon, c'est pas calme émotionnellement, moi j'étais calme dans réaction parce que c'est moi-même qui a demandé moun est-ce qu'on pas qu'à vérifier et garder si pas des monde qui vivent en bas là. Tout le monde a pris en moi, jeune garçon pour jeune fille, des mains en tête et puis voilà, bon, nous connaissons déjà pas gain système pompier en Haïti, c'est chacun pour soi. Et puis par la suite, j'ai mon oncle à l'époque qui maintenant il habite au Brésil. Donc il est venu nous voir tout de suite, il a cru qu'on avait quelque chose parce que lui il avait vu des choses, donc des personnes mortes, voilà, c'était horrible. Donc il est arrivé avec des larmes, donc il pleurait à chaudes larmes et il a commencé à nous dire que le palais national, ceci, cela, tout ça avait été... la cathédrale. La cathédrale, et puis on a compris que c'était vraiment sérieux. Exactement. Et ça m'a marqué. Et après, je me rappelle que j'étais quasiment nue. J'avais un petit truc vraiment court qui couvrait juste ce qu'il fallait couvrir. Et puis je suis restée comme ça 2-3 jours. Parce qu'on n'a pas pu, enfin, c'est pas qu'on n'a pas pu, mais on n'a pas osé en tout cas. Oser entrer pour récupérer des affaires. Ça. On a eu des fissures comme pas possible. Donc on n'a pas osé, je suis restée comme ça 2-3 jours et puis pieds nus aussi. Et je porte encore des taches ou des marques sous les pieds parce qu'on a marché vraiment loin. Et puis ce 12 janvier, dans la soirée, il y a eu aussi ce qu'on appelle une fausse alerte au tsunami. Ah oui. On a été dans les mornes comment on appelle dans les hauteurs. Dans les hauteurs, se réfugier, il faisait froid, le 12 janvier, donc il fait pas très chaud. Et puis j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Normal. J'ai beaucoup pleuré, normal. Alors que... Il fallait mieux pleurer d'ailleurs pour évacuer un petit peu. Mais sur le moment, je sais pas, j'avais gardé mon calme et puis j'ai pleuré après. J'ai beaucoup pleuré, j'ai perdu aussi pas mal d'amis. Si je fais le compte, au moins 12, des amis vraiment proches, mais heureusement pas des membres de ma famille. Et puis... À quel moment avez-vous eu la visite de quelques secours? Oula. Combien de temps après? On n'en a pas eu. Jamais? On n'en a pas eu, ils sont jamais arrivés. Et en fait, comme on dit, c'était chaque coup qui éclairé pour Géo. C'est voisine qui a pu essayer de porter ses coups à l'autre voisine. Et bon, moi, j'ai 11 amis, moi, pas là, mais lui-même, il dit qu'il était obligé de découper le cadavre pour lui sauver l'autre vie. Wow. Donc, c'est traumatisé. Enfin, c'est des bagages qui étaient vraiment dans l'esprit au monde que vous pas qu'à oublier. Et puis, ça qui marque tout, c'est capacité d'entraide que nous avons. Nous avons pile d'entraide. Malgré pas de l'eau, pas de manger. Même au niveau des gens qui vivent à l'étranger, on a pu remarquer effectivement au niveau des images que les médias nous ont projetées, des gens qui essayaient de récupérer des gens avec leurs doigts, ils essayaient d'enlever des pans de murs pour essayer de sauver des vies. Oui, c'est ça. Et le point que j'allais soulever, en fait, c'était plutôt le côté nourriture. Donc, si on avait un pain, on le mangeait à 10. Si on avait un petit sachet d'eau, ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné. Comme quoi, nous, Haïtiens, on a l'habitude de dire qu'on est des Haïtiens, entre guillemets, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est parce que j'ai constaté, en tout cas. On s'est beaucoup aidé, beaucoup entraidé, et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas eu plus de morts. Et qu'est-ce qui reste de tout ça 2 semaines, 3 semaines après? Et on pense que cette solidarité va continuer ou bien
J'ai pas compris la question. Quelques semaines après le séisme, la vie commence à reprendre son cours. On se dit, bon, finalement, on est dedans, on est obligé de fonctionner. Est-ce que cette entraide existait encore entre les différents voisins? 2-3 semaines après, la vie n'avait pas... Ne pouvait pas reprendre. Non, c'était pas exactement ça. Après, on a eu beaucoup d'aide humanitaire de la part des casques bleus qui étaient là à l'époque aussi. Donc les étrangers sont venus vous aider, mais pas les nationaux. Le gouvernement, tu veux dire? Oui, par les nationaux, par les gens du pays, en fait. C'était plus des étrangers qui venaient donner des coups de main. Il y avait des associations locales Il y avait des associations qui n'avaient pas grand-chose, donc elles ne pouvaient pas vraiment aider. Donc on a attendu l'aide des étrangers. Et puis, bon, moi, ce que j'ai pensé à ce moment-là, je me suis dit c'était la chance. C'était une chance peut-être pour qu'Haïti s'en sorte de... Tout le monde pensait ça, tout le monde disait ça. Ils disaient, bon, finalement, on ne peut pas toucher, on ne peut pas aller plus loin dans la profondeur. Forcément, on va revivre, on va finalement trouver un nouveau départ. Je m'étais dit que c'était le moment qui n'est jamais arrivé, mais j'y ai cru, j'y ai vraiment cru et malheureusement vous connaissez la suite. On marque une petite pause, on revient dans un instant, tu es d'accord? Je suis d'accord. Parfait, donc la pause c'est tout de suite, on revient dans un instant. Oui, Meli papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai? Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent, 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, en avance avec. Lumière, maman. Remember best that it's you. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Et oui, vous êtes dans la 28e édition de Transparence et nous poursuivons avec notre invitée et Mackenzie Détournel. Vous allez comprendre qui elle est puisqu'elle fait énormément de choses. Je vous en ai parlé un petit peu dans la présentation, mais au fur et à mesure, elle va vous expliquer ce qu'elle fait exactement. Mais pour le moment, nous sommes dans la partie un petit peu difficile à vivre, mais important dans notre vie quand même, dans notre vie d'Haïtien. Et il faut absolument continuer à en parler, continuer à y penser pour qu'on puisse pouvoir progresser. Et justement, elle a vécu une journée, vous l'avez compris, une journée du 12 janvier, enfin un après-midi du 12 janvier, puisque ça s'est passé vers 16h et quelques, assez difficile. Donc, une fois que ce moment arrive, on commence à avoir 2-3 semaines qui passent. Est-ce que tu as pensé à quitter le pays? Tu dis, bon, finalement, il faut quitter cette capitale, soit aller en province, soit aller dans un pays étranger. Est-ce que ça t'est passé dans la tête ou bien tu dis non, je suis au CEDI, le Centre d'études diplomatiques et internationales, j'ai un cursus à terminer, il faut que je reste là. Qu'est-ce que tu as pensé pendant ce moment en tant qu'étudiante? Alors, CEDI, j'étais pas au CEDI à ce moment-là parce que j'attendais de me réinscrire en fait. Ok. Donc, ça n'avait pas encore été fait, mais j'ai appris que le bâtiment avait été écroulé et donc il y a eu des morts, des blessés graves. Comme beaucoup d'autres établissements scolaires. Exactement, comme beaucoup d'autres établissements. Et donc, pour répondre à la question Pradel, j'ai pensé dans un premier temps à aller dans le sud, à Akin, parce que ma grand-mère y vivait encore d'ailleurs, et respirer un peu. J'ai été là-bas, mais j'y suis restée 3 jours. Je n'ai pas pu aller au-delà parce que
Si je dis ça comme ça, je grandis la ville. Oui, ou pas mon deux. Donc, vivre là-bas, c'était pas évident. Est-ce que c'était facile d'aller à Akin? Parce que l'épicentre du séisme, c'était à Léogane, Gressier-Léogane. Est-ce que c'était facile de passer justement sur cette nationale qui était complètement endommagée? Il n'y a pas eu de souci là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Donc la route était praticable, mais il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup de pratiquants. Hein. Les gens n'étaient pas vraiment sur la route. Voilà. Après, moi, j'ai pas été tout de suite. J'ai été une semaine après le tremblement de terre. Donc les premières vagues de comment vous dire ça? L'exode. Oui, avait déjà eu lieu. Donc nous, ça a été plutôt facile. Donc tout de suite, les gens ont décidé de partir. Toi, tu as laissé passer ces vagues-là et tu as attendu que ça se calme un petit peu pour aller prendre un petit peu d'air frais. C'est ça. Ensuite, je suis revenue 2-3 jours après parce que c'était. Oui, c'est là où tu vivais. Oui, c'était ta vie. Je connaissais personne, mis à part ma grand-mère, donc c'était une autre vie. Et puis, je suis revenue dans la capitale. J'ai vécu d'ailleurs 3 mois sous une tente de fortune. Et quand il pleuvait, on se prenait la pluie. Et puis, il y avait le phénomène aussi de viol, de voleurs qui sillonnaient les rues. On ne dormait pas, en fait. C'était tout le temps surveillé. Après, nous, ce qu'on faisait, c'est pour ça que j'ai parlé de beaucoup d'entraide tout à l'heure, il y a 5 minutes. Et les voisins, nous, on avait une grande cour, en fait. Un voisin avait une grande cour. Donc, on avait décidé d'aller tous s'abriter chez lui. Et les garçons, ou alors les hommes, en tout cas les voisins hommes, ce qu'ils faisaient... c'est eux qui surveillaient. C'était les gardes Donc, c'était nos gardes. Et puis, c'était très dur. C'était une époque vraiment très... À quel moment as-tu pensé quitter le pays? Moi, personnellement, j'avais pas pensé tout de suite. Mais comme je l'ai dit au début de l'émission, ma mère vivait en France déjà depuis plus de 10 ans. Donc, c'est elle qui m'avait proposé de venir un moment et souffler un peu. Donc, dans ma tête, est-ce que pendant cette période difficile, les contacts avec l'étranger étaient faciles? Est-ce que c'était en permanence, vous étiez en train de discuter pour demander comment ça va, est-ce que ça va bien, etc. Parce que même les transferts ne pouvaient plus se faire. Dans les premiers jours, effectivement, c'était très, très compliqué. Ma mère m'a même avoué qu'elle a cru que j'étais morte. Parce que comme moi, j'ai pensé que ma mère était décédée aussi. Quand elle a appris que l'établissement dans lequel j'étudiais était... tombé. Voilà, donc elle pensait dans sa tête, même si tout le monde était vivant, moi j'étais morte. Et elle avait raison, si ce jour-là j'avais été là-bas, je pense que même si je ne serais pas morte, mais je pense que j'aurais eu quand même des blessures assez graves. Et puis, donc finalement, j'ai... Tu as accepté les propositions de ta maman? Et c'était quand même une énorme chance que tout le monde n'avait pas. Donc je vivais sous une tente, donc avec des comment on appelle ça, mosso-puela. Et 3 mois comme ça, insécurité. Puela, c'est toile, c'est les toiles épaisses que les gens utilisent pour faire les toiles des bâtiments, des bateaux. Oui. Ça s'appelle puela pour couvrir un petit peu également les exactement. abris. Donc, et puis je suis arrivée en France et j'ai eu comment vous dire ça? Donc tu es arrivée en France 3 mois après? Je suis arrivée en France 3 mois après. En avril, 3 mois après. Et comme nous, on habitait pas très loin de l'université Saint-Denis. Donc j'ai été me renseigner, j'ai compris qu'il y avait les arts plastiques. Je me suis dit pourquoi pas. On va y arriver, on va y arriver. Toi qui n'as jamais mis les pieds en France, oui. Tu ne venais pas en vacances en France à l'époque. Et tu arrives dans un pays que tu ne connaissais pas du tout, 3 mois après avoir vécu ce drame. Et comment s'est passée ton arrivée? C'est vrai, maman est là, mais est-ce que c'était facile? Bon, tu avais des poches quand même, ta maman était là, mais comment ça s'est passé? Parce que c'est toujours difficile d'arriver dans un pays, et peut-être on pas de lumière chaque jour, qu'on est dans un pays où il y a trop de lumière, etc. Et tu te retrouves, tu es dépaysé. Et comment ça s'est passé, cette arrivée en France? J'étais très, très nostalgique. J'avais beaucoup de nostalgie. Je venais de laisser aussi mon petit-neveu d'1 an et demi que je considérais comme mon propre fils. Qui était avec toi au moment où ça s'est passé. Et j'ai les dernières images qui me sont restées. Il était vraiment... Et pourtant, c'était un bébé, mais il avait compris que quelque chose... de grave se passait. C'est ça. J'ai compris dans ses yeux, j'ai vu dans ses yeux de la peur en tout cas. Et ces images-là m'ont vraiment marqué. Donc, je suis arrivée ici en France. Les premiers jours, déjà, j'ai découvert le froid.
Donc nous, en Haïti, chez nous, on a l'habitude de dire qu'en décembre et en janvier, on a l'habitude de faire fret. Donc en France, moi... T'as compris qu'il ne faisait pas froid en Haïti, en fait, en janvier. C'est ça. Déjà, moi, fait face avec Freddy. Vraiment. Mais pourtant, t'es arrivé en avril, il faisait pas si froid que ça. En avril, mais il était fait frais pour moi quand même. Oui, pour vous, oui, c'est normal. C'était pire que le mois de janvier en Haïti. Oui. Et puis, bon, pas de vraiment un choc culturel. Pour une raison bien, pour une autre, mais pas de sentir comme ça. Oui, parce que dans ton école, vous parliez français déjà. Donc, c'était moins des paysans que ceux qui allaient aux États-Unis. Mais après, je songeais, me lever pendant plusieurs fois, me lever dans la nuit, me sentis immeuble à cap trembler ensemble. Oui, c'est normal. C'était psychologique. Moi, j'ai même pensé à aller voir un psychologue. Mais nous connaissons déjà ça un peu. Depuis haïtien, le psychologue, ça veut dire faux. C'est un peu tabou, donc moi, je pas aller jusqu'au bout, mais moi, j'ai pensé faire. Et puis après, quand même 6 mois, je pense que me fait 6 mois comme ça quand même. Ah ouais. Et là, tu as rapidement retrouvé tes marques, tu as décidé, ok, il faut que je reprenne ma vie en main, et tu décides d'aller t'inscrire à Paris 8. Oui. Et était-ce indispensable pour toi de retrouver les chemins de l'université? C'était indispensable pour moi parce que moi, j'ai toujours souhaité aller plus loin que niveau Haïti. Offrir. On est capable de ça, offrir nous dans le domaine ça en tout cas, parce que c'est quand même 4 années qui passaient malement, entre guillemets, parce que Ceci dit, quand on a fait l'ENART, on est au top des tops. Quel que soit l'étudiant de l'ENART qui arrive à l'étranger, il est au sommet de sa capacité, en tout cas dans le niveau qu'il a. Oui. Il est toujours au top, il fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Et je pense que c'est une raison qui fait peut-être nous, il y a un aspect ça là nous, c'est nous en pile, nous former tête nous en pile les notes. Donc pas souvent gain coup, donc du fait que on travaille c'est ou laisser ou même qui former tête tout, je pense ou gain plus capacité que laisser l'autre monde qui apprendre plus. Les où c'est autodidacte. Donc en pile étudiant en nature, moi-même personnellement gain en pile bagage moi découvrir pour compte moi, dans travail pour compte moi. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une limite dans l'instruction, dans les études, ou bien c'est parce que nous avons envie ça pour nous apprendre plus? T'es une limite. Et sous point matériel, pas de pile matériel. Et matériel, ça va vendre cher. C'est en dollars américains. Ils vendent. Et puis, vient jouer une crise politique. Chaque jour, manifestation. T'es une histoire. Ratpakaka, Grenambouda à l'époque. GNB. Et donc, ça t'a fait. Parce que nous avons au moins des années qui passaient dans de l'eau comme ça. Et puis, entre-temps, il y a un étudiant ENAD qui a manifesté que c'est normal parce que pas de matériel, manqué cours, manqué donc tout ça, manqué professeur. Et puis, voilà. Alors, est-ce que tu estimes que les anciens élèves de l'ENAD ont vraiment fait leur boulot en rendant à l'ENAD ce que l'ENAD leur a donné, en participant à l'instruction des plus jeunes? Non. Je pense non. Non, pour qui ça? Non. Qui répond mon capoté à ça? Moi-même, personnellement, je trouvais que je ne pas remettre assez de ça. Mais on va remettre assez, peut-être parce qu'on n'est pas sur place. Si on est sur place, peut-être on est qu'à participer. Oui, est-ce que ça qui sur place, il n'y a pas fait, justement, peut-être on pas connaît? Il y a 2-3 qui fait, mais par rapport à tout étudiant et Nadiba, je pense que c'est quantité à minimum. Mais donc, sauf que tout étudiant n'a pas de capacité pour y professer. Oui. Tu parles de Jean-Jean Roosevelt, de Yoldeos, etc. Ce sont des gens qui ont le micro facile, qui peuvent participer à l'éducation des plus jeunes. Donc, mais il y en a qui sont plus timides que d'autres, qui n'ont pas cette capacité pédagogue. Oui. Alors, Yoldeos... Pédagogue ou pédagogique, je ne sais pas qu'il faut le dire. Moi, enfin, il n'est pas dans les Nantes, mais il était connu souvent dans la cour. Okay. Donc, peut-être que son côté, il t'a jamais participé. Moi, au moins 3 fois. Pendant moi et Nat. OK. Et bon, Jean-Jean Roosevelt, lui-même, il a l'autre action la menée sous question sensibiliser monde. Déjà, sous question coronavirus, il sensibilise. C'est un homme social, ouais, Jean-Jean Roosevelt. Il y a assez investi, peut-être pas dans le côté artistique, mais il y a assez investi. Bon, on pense les bails. Il déjà baillé pas mal. Par rapport à d'autres qui ne donnent rien du tout. Donc, pour moi, répondre à la question que moi, senti moi pas suffisamment remettre ça, moi prendre. Par exemple, en France, je pense que tu as plus de possibilités pour peut-être
même si c'est pas gros bagage, mais faire jeune livre, parce que les livres, ça, ils coûtent cher, et ils pas passer jeune en Haïti pour matériel tout. Comme s'ils créaient des associations, chercher ONG qui peut être capable, et trouver des anciens élèves des NATS qui sont en France, il y en a pas mal. Oui, justement, c'est peut-être ça, moi, dit que je pensais, moi-même, personnellement, pas assez investi. Mais tu connais le proverbe, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il va jamais trop tard. Peut-être après l'émission, ça, beaucoup plus de conscience qui va prendre là, quand on est, quand l'autre ancien élève des NATS, et puis, une association des anciens des NATS de France, qui va exister, et puis, nous avons là dans notre espace, nous avons dit, bon, nous avons cherché support, nous avons besoin de un paquet de livres, gens qui gagnent livres, gens qui ont fait nos jeunes livres, et puis, s'entendez à la ENAT bombarder à livres. Quoi que nous faisons ça déjà en 2012, nous étions un groupe, peut-être une douzaine, tant que Kevin qui a vécu en Belgique, Néerlande Basley, qui est danseuse, chanteuse tout, et moi-même, Junior Francis, Gary Legrand, donc nous tous ces anciens étudiants École nationale des arts, nous avons exposé tableau nous. Gary Legrand, artiste peintre, musicien, Junior Francis, homme d'affaires, artiste peintre, la petite reprise du 13e arrondissement, et Néerlande Basley, l'association Calais Bibit, danseuse professionnelle, professeur de danse, etc. Ce sont des gens qui sont issus de l'ENAT. Je fais exprès de reciter leur nom et de donner des informations les concernant parce que ce sont des professionnels issus de l'ENAT. Oui, exactement. Donc, nous t'es réunis pendant un week-end, nous t'ai créé des ateliers peinture, dessin, nous t'ai réunis toi avec une dame qui est Gwenaël, Bahamara, qui t'est d'ailleurs coordonné l'activité ça, nous t'ai collecté vraiment plus que 54 livres. Nous t'ai voyé ENAT. Mais nous pas fait notre dépilé. Hein? Oui, c'est dommage parce que justement, parce qu'en général, c'est la première qui est la plus difficile. Une fois qu'on a fait la première, ça devrait être plus facile, mais il n'y a pas eu le suivi. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas les leaders qu'il fallait, je ne sais pas. Bon, après, il y a l'autre réalité. Chaque monde qui fait de façon pareille, entrer, sortir bonnet, entrer tard, ça fait que je pense que bagaille au moins. Donc vous êtes entré dans le métro boulot dodo? Presque. Oui, presque. Donc, et pourtant, c'est pas la vie des artistes, ça. Hein? Non. Et de l'ENAT, on n'a que des artistes qui en sortent. Exactement. Donc, je pense que ça, leur changer pays en pile fois, ça qu'on oblige à changer physique ou d'épaule. Tu es en train de me dire que la vie d'artiste en Haïti n'est pas la même que celle des artistes de France, par exemple. Non, c'est parce que j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais en Haïti, par exemple, on n'a pas de facture à payer comme en France. C'est dommage. Parce que le pays aurait besoin de ces factures pour développer. Mais en France, on est obligé de les payer, les factures, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va vendre un tableau, donc on ne va pas miser là-dessus. On est obligé de travailler à côté, voire même de laisser la peinture de côté ou nos activités artistiques pour pouvoir les payer. Et maintenant, si on a des enfants, c'est encore pire. Donc tout ça fait que on a négligé la chose, mais c'est une question à... Ça veut dire que s'il y a une personne qui prend l'initiative, que cette personne soit issue de l'ENAT ou pas, mais il faudrait mieux que ce soit quelqu'un qui en soit sorti, si cette personne prend l'initiative, quasiment vous tous, vous serez prêts à contribuer, pas forcément à être actif à 100%, mais à participer pour que justement l'ENAT puisse bénéficier de vos ressources. J'ose répondre pour les autres, mais je pense que oui, on le ferait avec grand plaisir. Alors, tu as une licence en poche, un master en poche, et tu es devenu professeur d'art plastique dans un collège en région parisienne. Était-ce une vocation? Être prof? Non, c'était pas ma vocation. C'était quoi ta vocation? Ma vocation, je voulais devenir, je me voyais célèbre dans 10 ans. Non, après avoir intégré l'ENAT, je me voyais célèbre dans 10 ans. Je m'étais dit que dans 10 ans, j'allais être... Dans 10 ans, c'était quelle année? 2003. 2003? Attends. 2003, donc 2013, dans ma tête, en 2013, je serais déjà connue. C'est peut-être pour 2023 alors? 10 ans plus tard? Non, je parlais de 2003. Donc peut-être que ça ne s'est pas fait en 2013. Donc en 2023, au lieu de 10 ans, c'est 20 ans. Pourquoi pas? Donc, je me voyais célèbre. Et puis, je me suis inscrite à Paris 8 pour pouvoir justement avoir plus de bagages intellectuels parce qu'à l'ENAT, on n'avait pas beaucoup de cursus, comment vous dire ça. Et...
tout ça qui a un rapport à philosophie esthétique, nous pas vraiment développer ça ENAT. Donc, Paris 8 est bon chance ça pour moi gagner tout bagaille. ENAT moi faire un pile pratique, mais Paris 8 c'est 2-3 vraiment sur discours qui a gagné un coup pratique. Donc, côté pratique là pas vraiment développé Paris 8. Donc ça t'a fait que moi je pense moi assez complet dans ce sens ça. Et puis même l'MT Paris 8, moi par exemple choisi métier pour me venir parce que quelqu'un sur ça tout a choisi faire master dans métier enfin comment expliquer ça pour venir professeur art plastique mais moi pas choisi. Faut pas jamais en fait art plastique c'est pas ça qui était dans l'idée pour venir professeur pour venir apprendre monde pour venir faire art plastique. Moi je vraiment vivre de ça, faire tableau, faire sculpture, vendre tableau. Donc et puis après j'ai monté dit tout à l'heure, là une facture pour payer ou bien alors évidemment, là une facture pour payer, c'est deux choix obligés faire. Avant de continuer avec j'adore cette discussion. J'ai une question très simple à te poser, si pas envie de répondre ou pas obligé. OK. Qu'est-ce que la célébrité? Parce qu'on t'es célèbre. Alors, célébrité, les mots de célébrité, c'est pas forcément pour tout le monde, ouais, photo Mackenzie ou bien Mackenzie dans tout magazine, dans tout journal, c'est pas ça. Pourquoi pas? On va parler de vraiment tableau qui célèbre et pas moun, on va parler de œuvres, pas personne. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Si ton tableau est célèbre, on saura que c'est toi qui l'as fait. Oui, mais c'est pas, alors, mais c'était pas ton nom que tu voulais mettre en avant. Moi, c'est pas même ton genre style. avec, par exemple, un artiste qui a chanté. Qui a évolué dans le domaine, je pense que l'image, il y a plus une image physique que un artiste peinte. On peut reconnaître un tableau sans que le artiste là. Ou peut reconnaître style tableau, ou peut reconnaître un artiste sans que, d'ailleurs, il y a un artiste qui fait, qui était incognito, qui pas montré visage. Parce qu'en dessous du tableau, il y a un nom, mais il n'y a pas une photo. Moi-même, c'était ça. Donc, tableau moins célèbre, connu, il y a un nom, bien sûr, il y a un style là, tout. Mais pas mon nom, pas Mackenzie physiquement. Et donc, célébrité à tous les marchés, ou pas des marchés tableaux, ou il y a des gens qui a des marchés pour ou bien un collectionneur qui vient chercher tableau, ou pas obligé de mettre sur Facebook, Instagram. D'où les études de marketing et relations publiques. Études marketing et relations publiques, c'était encore une fois pour ouvrir galerie et promouvoir et tableau et artistes qui tapent là, mais c'est pas vraiment pour me mettre en avant. Et donc, si vous avez un promoteur ou un galeriste qui vient acheter, vous pas obligé de montrer, enfin, mettez sur Instagram ou café autour. Mais on pas obligé de passer tout le temps parce que c'est quand même un temps, il prend un peu de temps, ça prend un peu de temps pour être sur les réseaux sociaux, pour monter le travail. Et célébrité à tout, vous l'avez dit, ou qu'à un seul tableau, pas travailler pour moi encore, décider, ou pas travailler pour moi. Donc, un tableau 48 mois. C'est ça. Rempli frigo, rempli tout bagaille, mettez gaz dans la machine, voyager, etc. C'est ça. Payer l'école petite, etc. Tout à fait. Donc, c'était comme ça, Ok. C'est pour dans combien de temps, tu m'as dit? C'est dans 2 ans, 3 ans? C'était il y a quoi? On est en 2020, il y a 17 ans, on est en 2021, je réfléchissais comme ça. Il y a 17 ans maintenant, je pense plus à ça. Maintenant, je me vois plutôt comme une coach sportive personnelle. On va y arriver, parce que là, on ne savait pas du tout que tu faisais du sport. Mais on va y arriver dans quelques instants. J'aimerais que tu nous racontes une journée ordinaire de l'artiste plasticienne Mackenzie Détournel. Je voudrais savoir en quoi est-ce que cette journée de l'artiste est différente de la journée de la professeure. Bon, mais c'est répondre. Donc, on va parler créole net, on propose de parler français encore. Oui. Pas de problème. De toute façon, l'émission c'est en 2 langues, il n'y a pas de problème. J'essaye. Je vais essayer de parler. Mais je ne suis pas à l'aise avec le français en fait, vous l'avez compris. Non, on ne l'a pas compris justement. Dans mon assiette avec mon créole, ma langue natale. Vas-y, il n'y a pas de problème. Et donc, oui, en fait, c'est très compliqué et je travaille avec les adolescents. Donc, j'ai tous les niveaux de 6e à niveau collège, c'est ça? 3e niveau collège. Et à cet âge, c'est des enfants compliqués, des adolescents, des jeunes hommes et des jeunes femmes compliqués. Compliqués, mais intéressants quand même. Intéressants, même les adolescents. Donc, j'ai tous les niveaux de 6e à niveau collège, c'est ça? 3e niveau collège. Et à cet âge, c'est des enfants compliqués, des adolescents, des jeunes hommes et des jeunes femmes compliqués. Compliqués, mais intéressants quand même. Intéressants en même temps, mais compliqués.
Donc, moi, en tant que prof d'art plastique, nous, on a des cours sur 1 heure. C'est des 1 heure, les séances durent 1 heure. Donc, en 1 heure, il faut gérer les crises d'ados, il faut gérer le travail, il faut les mettre au travail. Et les intéresser aussi à travailler parce qu'il y en a qui décrochent très vite. Qui décrochent très vite et qui n'aiment pas les arts plastiques non plus parce qu'il faut le dire, c'est une matière comme les autres, on peut aimer ou pas. Mais c'est obligatoire dans ces classes-là. C'est obligatoire. Et puis, donc tout ça, ça rend la chose un petit peu compliquée. Et alors que dans ma vie d'artiste, j'ai pas à réfléchir, je me laisse, je me laisse vivre la chose. Si j'ai une émotion, j'ai envie de la peindre, je la peins. Tandis qu'au collège, je demande plutôt aux enfants de peindre ou alors de dessiner leurs émotions à eux. L'MT petit, d'ailleurs, dit mon artiste plasticien, me dit oh, c'est à plastique seulement, monsieur travaille. Là, tu es en train de parler de peinture. Oui. Raconte-nous un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'une artiste plasticienne? Une artiste plasticienne comme moi, donc c'est quelqu'un. Déjà, le mot plastique, c'est pas comme la matière. C'est pas du plastique qu'on utilise forcément. On peut l'utiliser si on veut, mais c'est pas forcément. Le mot plastique, oui, on peut l'utiliser, on peut tout utiliser justement. C'est pour ça qu'on dit art plastique. Donc plastique qui signifie former, c'est tout ce qui peut vraiment prendre une forme à travers une matière quelconque. Donc c'est pour ça qu'on parle d'art plastique. Donc dans les arts plastiques, vous avez toutes les disciplines. Vous avez la peinture, le dessin, la sculpture, la céramique, le travail de la terre, la céramique. Donc vos mugs, vos assiettes, tout ça c'est fait à base de terre. C'est un mug, c'est le mug H-Life. C'est à base de terre. Donc, et ça, tu pourrais confectionner ça? C'est de la céramique, je sais faire ça. Je peux et je sais le faire. La prochaine commande d'H-Life, ça sera pour toi. Mais je ne suis pas équipée. Tu te débrouilleras. Tu vas louer un atelier. Pourquoi pas? Ça dépend de la commande. Ça dépend du montant de la commande. Exactement. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne me vois pas comme juste une peintre, mais plutôt comme une artiste haïtienne parce que j'ai eu la chance de passer à l'ENAT et donc j'ai eu la chance de pouvoir toucher à toutes ces disciplines telles que le dessin, la peinture, la céramique, la sculpture, etc. Et y a-t-il un style particulier qui prédomine dans tes œuvres? Donc oui, j'ai un style particulier qui, si je peux le dire comme ça, qui m'appartient. Donc, je fais un travail qui mêle le figuratif et l'abstrait, l'abstraction, l'art abstrait, si vous voyez ce que c'est. Donc, je travaille aussi le mouvement dans mes œuvres, ou plutôt dans mes peintures. Vous pouvez constater que mes peintures sont en mouvement alors qu'elles sont figées, elles sont statiques. Et c'est ce côté-là que j'ai vraiment envie de développer d'ailleurs un peu plus. Mais malheureusement, donc ça fait un moment que je n'ai pas travaillé parce que j'ai développé une allergie aussi à tout ce qui est peinture. C'est pas bon ça pour une peintre? C'est pas bon, effectivement. Parce que j'ai eu la mauvaise idée, ou plutôt la bonne idée de travailler en hiver dans une pièce fermée, non aérée. Et j'ai développé une allergie à cause de ça. Et j'attends d'avoir mon atelier pour reprendre mon activité. Nous allons marquer une pause, on revient juste après parce qu'on a plein d'autres choses à parler puisque tu es également coach personnel. Et là, on va parler peut-être de sport, n'est-ce pas? Ça va être dans quelques instants. Vous êtes dans Transparence, c'est la 28e, c'est ça, hein, la 28e édition de notre émission. Et notre invité s'appelle Mackenzie Détonnel. Le thème de cette émission, cette semaine, la pratique du sport est-elle un élément essentiel au bien-être humain? On est en plein dedans, mais nous marquons une pause. On revient dans quelques petits instants. À tout de suite. Oui, Meli papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai? Konya, pas fin dim ke tri te ka bay courant ni pour faire son genem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Konya, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chaleur net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, yon inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et yon régulateur de 30 ampères. Et puis belle bagaille là,
livraison avec installation gratis ti chéri depuis pas dépasser 60 km. Et puis toute bagaille ça yo pour un petit crasse l'argent 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir prendre caravane lumière par nous, relais Konya dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avance avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche, la tichou. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous revenons tout de suite sur le plateau de Transparence avec notre invité Mackenzie Détournel. C'est la 28e édition de cette émission. Je vous rappelle une nouvelle fois le thème de cette émission. La pratique du sport est-elle un élément essentiel au bien-être humain? Et cette question, c'est pas une question que j'ai posée à mon invité, pas pour l'instant, mais on essaie d'entrer dans le jeu et d'essayer de comprendre, de décortiquer cette question et trouver des éléments de réponse au fur et à mesure qu'on avance. Et justement, outre le fait d'être professeur d'art plastique, tu es aussi coach personnel. En quoi consiste le travail d'un coach personnel comme toi? Alors, je ne suis pas simplement coach personnel, je suis aussi professeur de fitness. Je travaille pour une association sportive basé à Stein, le SS, Espérance sportive de Stein, depuis 4 ans. Et je travaille aussi pour une salle de fitness qui s'appelle OK Fitness, anciennement appelée l'Orange Bleu de la Courneuve. Et je suis l'une des 2 coachs. Et je suis aussi coach personnel. Donc, je pense que c'est la question qu'a voulu soulever M. Pradel. Tout à fait. Donc, le travail du coach sportif personnel consiste à aider aux clients à comment vous dire ça, et à obtenir des résultats. Ça peut être tout simplement une perte de poids, une prise de masse, et aussi juste pour se sentir bien dans sa peau, se défouler juste après une journée de travail, et voilà. Donc, un coach personnel, c'est un professeur particulier qu'on a. C'est un professeur particulier et c'est du sur-mesure en fait, parce que dans un cours de fitness, dans une salle, donc les cours collectifs, et on travaille pour tout le monde. Par exemple, dans mes cours, j'ai des hommes et des femmes, donc on sait que les hommes ont tendance à plus travailler le haut du corps et les femmes le bas du corps. Ce qu'on va faire, on va faire les deux. On va aussi travailler les abdos, etc. Tandis qu'un coach personnel, il va vraiment se s'adapter à son client. C'est ça, sur l'objectif, ou plutôt les objectifs du client. Donc, c'est du sur-mesure, comme on dit, c'est comme des vêtements faits sur mesure. Donc, vous avez la taille bien cintrée. Voilà. C'est comme Zacometti, tu fais du sur-mesure. Du sur-mesure, c'est exactement la même chose. Donc, si vous avez besoin de perdre du poids, donc je m'adapte. Si vous avez besoin de prendre de la masse musculaire, donc de grossir en quelque sorte, mais pas avec d'avoir des muscles, en tout cas plus de muscles. Et aussi si c'est juste pour se stabiliser, pour une question maintenant on l'entend souvent, c'est raison médicale depuis depuis la crise de Covid. Et on entend ça souvent. Donc il y a des gens qui ont juste besoin de faire du sport parce que leur médecin, voilà. Il y a une maladie mondiale qui existe maintenant. Oui. Ce sont les gars qui ont un bide qui pousse tout le temps. Le gros ventre des hommes. Est-ce que tu t'adaptes à ce genre de entre guillemets, maladie? Est-ce que tu arrives à gérer justement quand tu as des clients hommes qui décident de perdre du ventre? Tu as des exercices particuliers pour ces mecs-là? Pour le moment, j'ai pas de clients hommes, j'ai exclusivement des clientes femmes. Mais pour répondre à la question, c'est pas en soi une maladie, c'est plutôt une mauvaise alimentation. Donc, on prend l'habitude de manger mal, quand je dis mal, de manger pas les bons aliments avec les bonnes quantités.
Les bonnes quantités aussi, on ne sait pas doser. Et on prend l'habitude aussi, surtout les hommes, à vraiment y aller sur l'alcool, tout ce qui est bière, rhum. Ça, en fait, quand on les consomme trop souvent, ça, justement, on a ce problème qu'on appelle le poids au niveau du bide. Au niveau du bide. Donc, c'est plus lié à l'alimentation qu'autre chose. Donc, moi, ce que je fais, je conseille, parce que je ne suis pas nutritionniste, j'ai pas le droit de faire des plans alimentaires. J'ai pas le droit de faire des plans, mais je peux tout de même conseiller sur les choix à faire, etc. Donc voilà. Alors nous qui sommes haïtiens, nous savons très bien que nous avons des habitudes alimentaires. Est-ce que la nourriture haïtienne facilite l'embonpoint ou bien c'est l'inverse? Alors, ça dépend. Ça dépend, ça peut aller dans les deux sens. Parce que les gens qui disent, ils n'ont pas capable son semaine pour manger du riz 3 fois. Oui, donc... Mais ce n'est pas manger du riz que je mange, c'est manger des chaudières du riz. Oui, donc la quantité, c'est là où on t'a venu. Ça dépend des quantités. Ça dépend de qui ça n'a mis là-dedans. Exemple, on connaît, si je prends mon café manger comme on manger en badra, entre guillemets, je vais utiliser ça comme ça, nous avons constaté sous sociaux qu'il y a un pile l'huile. Donc, l'huile là, l'on consommer, justement, les favoriser, prise de poids, prise de bide, entre guillemets, et les faciliter, cholestérol tout. Donc, maladie qu'un pile monde noir et confronté actuellement qui a un rapport direct avec ça qu'on a consommé. Donc, cholestérol. Très bien. Nous allons une petite pause, on revient dans un instant. Oui, mais li papa. Gen moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gen l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai. Konya, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Konya, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous kwaper blackout avec chaleur net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépasser 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais bon caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, en avance avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche, la tichou. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. La 28e édition de Transparence se poursuit avec Mackenzie Detonel, notre invité de la semaine. Et on a parlé de pas mal de choses. On revient pour continuer à parler des choses encore aussi, sinon plus intéressantes toujours. Outre le fait d'être professeur d'art plastique, tu es également coach personnel. J'aimerais savoir quelles sont les fonctions d'un coach ou d'une coach personnelle tel que toi. Ok. Juste avant, j'ai une question pour toi. Plutôt, t'as dit Mackenzie ou... Je dis Mackenzie. Mackenzie, ok. C'est pas ça? Oui. Non, Mackenzie, c'est Mackenzie Tout-Puissant, oui, qui était invité de cette émission et dernièrement. Mais là, c'est Mackenzie, c'est bien ça? J'ai l'impression d'avoir entendu Mackenzie. Non, c'est Mackenzie Tout-Puissant. Ouais. Mackenzie Detonel, c'est toi. Mackenzie. On va te carrer les pradelles à tout le monde? Non. Bon. Mackenzie Detonel, c'est notre invité. Donc, je vais essayer de répondre à la question. Et je suis aussi coach sportif et donc j'aide mes clients. Alors, le travail de coach sportif personnel consiste à aider mes clients à atteindre leurs objectifs, que ça
Oui. Donc, c'est coach sportif personnel, Coach c'est pas sportif. coach personnel, parce que Coach sportif. c'est vraiment dans le sport que tu agis. C'est dans le sport. Et donc, j'aide mes clients à atteindre leurs objectifs, que ça soit une prise de masse, donc plus de muscles, et une perte de poids, ou alors juste pour se sentir bien dans sa peau, ou pour surveiller la ligne, garder la ligne, comme on dit. Et plus récemment, on entend parler très souvent de raison médicale depuis coronavirus. Donc aussi, ça peut être juste pour raison médicale des personnes, par exemple, qui doivent diminuer un peu leur taux graisseux, leur masse graisseuse. Et je suis aussi coach, alors professeur de fitness. Je travaille pour une association sportive, le SS, Espérance sportive, basée à Stein depuis 4 ans. Et je travaille aussi pour une salle à La Courneuve qui s'appelle OK Fitness. Alors, elle a changé de nom récemment. Et c'était l'ancienne La Courneuve. Alors, Orange Bleu de La Courneuve. C'est ça qui est devenu maintenant OK Fitness. On est 2 coachs, dont moi et quelqu'un d'autre. Alors, quels sont les objectifs les plus fous que tu as déjà rencontrés chez tes clients? Genre, un monde qui fait 200 kilos, dit dans un mois, je fait 70 kilos, ça peut arriver? Non, ça peut arriver. Ou des objectifs qui sont tellement fous qu'on dit non, pas capable? Ça peut arriver. Pour le moment, j'entends plus, c'est plus chez les filles qui souhaitent avoir un popotin plus volumineux. Donc des filles qui aimeraient avoir des fesses plus conséquentes. C'est ça. Et il y a des exercices à faire pour ça? Il y a des exercices à faire pour accentuer la prise de masse au niveau des fessiers. Donc forcément, on va travailler les cuisses aussi, mais on peut plus travailler les fessiers afin d'augmenter le volume. On sait que la maladie mondiale, c'est le ventre. Tout le monde a un ventre qui plus ou moins est en train de pousser, si on mange de trop, si on mange mal, etc. Est-ce que tu rencontres beaucoup de gens qui ont des problèmes de ventre? Pas vraiment. Alors, juste une question auparavant, est-ce que tu as des clients masculins ou féminins ou mixtes? Donc, parce que le problème de ventre est surtout chez les hommes. Oui, mais on a ça chez les femmes aussi de plus en plus, parce que de plus en plus, les femmes consomment aussi de l'alcool, et l'alcool est l'un des facteurs qui favorise la prise de masse graisseuse au niveau du ventre ou au niveau du bide. Et j'ai oublié la question. La question, c'est comment ça se passe? Est-ce que, justement, il y a beaucoup de clients comme ça qui ont des problèmes de ventre, et quels sont les exercices particuliers qu'on peut faire pour, justement, résoudre ces problèmes? Alors, pour, justement, le problème de ventre ou de ventre volumineux, c'est pas vraiment une maladie. C'est plutôt lié à à l'alimentation. Donc, une mauvaise alimentation va favoriser cette prise de masse graisseuse au niveau du ventre. Et aussi, le fait de manger trop tard aussi, ça peut jouer. Donc, un conseil pour avoir un ventre plat, c'est le gainage. C'est même pas les abdos. Souvent, on dit qu'il faut faire les abdos pour avoir le ventre plat. C'est pas le cas, c'est pas exactement le cas. Donc, les abdos, quand on les travaille, ça nous permet de muscler le ventre ou d'avoir les abdos bien tracés, le six-pack, comme on dit, d'avoir le six-pack. Mais sinon, pour avoir un ventre plat, il faut travailler le gainage. Et on va travailler les transverses, c'est les abdos les plus profonds, donc c'est en dessous, ça vient entourer, c'est la sangle abdominale. Donc, quand on travaille le gainage, justement, on renforce, on raffermit et forcément, on perd du ventre. Alors, tu as utilisé le mot 3 ou 4 fois. Lequel? Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi le gainage? Est-ce que son gainage acheté pour mettre, pour serrer le ventre, ou bien son exercice spécial? Le gainage, bon, je l'ai dit parce que je pense que tout le monde le sait, mais parce que comment il y a les gaines? T'as bien fait de poser la question. Donc, le gainage, c'est la planche. On peut appeler ça la planche aussi. C'est l'exercice de la planche. On se met sur les genoux et sur les coudes, ou alors sur les orteils et sur les mains. On essaye alors c'est pas qu'on essaye, on aligne fessiers, épaules, le ventre bien contracté, ou en d'autres termes, on aspire le nombril et on reste statique pendant quelques temps. Donc, on peut aussi ajouter des mouvements, mais l'exercice devient plus compliqué.
Et voilà, mais on reste en général, on pratique le gainage ou la planche sur les genoux ou les orteils et les coudes. Tu vois, j'avais une autre définition du gainage. Moi, je fais du gainage tous les jours, mais en fait, c'était faux. Je ne sais même pas ce que je faisais. De quoi? C'est rester sur le dos, soulever les deux pieds et la tête en même temps. Là, c'est pas du gainage. Là, tu quoi? fais des abdos, tu travailles les abdos. Le grand droit de l'abdomen. Non, mais j'aurais si mobile, hein? Oui. Donc, tu peux travailler les... C'est de l'abdos. Ouais, ça te fait votre une plaque comme ça. Tu travailles tes abdos. OK. Alors, les gainages travaillent les abdos aussi. Mais les abdos, donc comme on l'a dit, c'est les transverses. Ça sollicite plus les transverses que le grand droit de l'abdomen. Donc, oui. Est-ce que tu fais un sport de manière professionnelle? Est-ce que je fais un sport de manière professionnelle? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un sport que tu pratiques professionnellement? Donc, dans ma salle, dans mes salles, dans mes cours? Oui, dans ta vie. Est-ce qu'il y a un sport particulièrement que tu fais de manière professionnelle, genre entraînement intensif, etc.? Donc, moi, quasiment tous mes cours sont plus ou moins intensifs. Je donne des cours de cardio-box. Donc, c'est comme le body combat, si vous voyez ce que c'est. Donc, c'est un cours qui mélange des mouvements, nous, quand jeunes dans karaté, dans boxe. C'est de la self-défense? Donc, nous mimer, c'est pas exactement de la self-défense. Pareil. Il y a un pile cardio là-dedans. Il y a un pile cardio, c'est surtout cardio. Mais nous mimer boxe, karaté et pratique qui a un rapport avec sport combat. Ensuite, moi, j'ai un cours que c'est training, c'est un cours de training et c'est un mélange de cours cardio et de renforcement musculaire. Donc, on alterne cardio, renfort. D'ailleurs, c'est un exercice, c'est plutôt un cours si vous voulez perdre du poids rapidement que vous pouvez faire, par exemple. Donc, je m'entraîne en fait en même temps. Pendant mes cours, je m'entraîne parce que c'est très physique, ça demande... On brûle beaucoup d'énergie, beaucoup de calories et j'y vais à fond dans mes cours. Donc, ça me permet de m'entraîner et de donner mes cours en même temps. Et quand je dis je m'entraîne, je fais pas les cours pour moi, je le sais bien. Donc, c'est pour ça que je mets quand même des options. Donc, si on a des personnes qui débutent, elle pourra quand même faire le cours sans se prendre la tête, sans avoir l'impression d'être en situation d'échec. Ou alors, si on a des personnes qui sont plus ou moins habituées ou des professionnels, on met des options plus. Comme ça, tout le monde pourra participer et bénéficier. Travailler sans être en situation d'échec pour autant. Depuis 4 ans, tu travailles pour une association, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'appelle ESS, Espérance Sportive de Stein. Et quelles sont réellement tes fonctions dans cette association? Alors, cette association, je l'ai connue en 2010, à mon arrivée en 2010. Il fallait que je trouve une activité qui pourrait me permettre, ou alors me permettant de me changer un peu les idées, de me défouler, de me dépenser. Donc, je suis tombée sur cette association. J'ai commencé là-bas d'ailleurs. J'ai appris mes premières bases avec un professeur qui s'appelait Albert, qui a décédé il y a 4 ans justement. Donc, je l'avais remplacé après sa mort avec une autre dame qui s'appelle Marinella et qui n'est plus dans l'association d'ailleurs. Donc, on était 2 coachs, on donnait des cours à 2 en binôme. Et donc, suite à son départ dans l'association, pour raison elle a déménagé. Donc, et il y a habité trop loin Kounia. Enfin, ça fait quand même 2-3 ans. Et donc, moi, c'est pas seul coach association, mais en tout cas, pour coup que nous baillons là, c'est un coup cardio-dancier, c'est un cardio-dancier. Donc, c'est un mélange, justement, je mélange des pas de danse qu'on retrouve dans les danses haïtiennes, afro-haïtiennes en tout cas, des pas de danse latine. Et voilà, c'est un mélange. Et le cours, en fait, il est sur deux grands axes. On a une première partie qui... on travaille plus sur les muscles, c'est un renforcement musculaire. Et une deuxième partie qui se consacre plus à l'activité cardio. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est que pour le Pékin moyen comme moi, quand on fait 1 heure, 2 heures de sport par jour, on est épuisé, on ne peut plus rien faire. Toi, tu fais du sport quasiment tous les jours, tu coaches tes clients, tu coaches dans les salles, dans l'association, etc. Malgré tout, tu trouves le moyen de gérer Haïti en harmonie. Est-ce que tu peux nous parler de Haïti en harmonie? C'est quoi cette plateforme? Tu veux faire une pause? Ok, elle veut faire une petite pause. On revient dans quelques instants après cette petite pause demandée par notre invité. À tout de suite. Oui, Meli papa. Gen moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gen l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai. Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chaleur net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépasser 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais bon caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, en avance avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche, la tichou. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous sommes dans l'émission Transparence, la 28e édition. Notre invité s'appelle Mackenzie Detonel. Le thème que nous avons choisi pour cette émission, la pratique du sport, est-elle un élément essentiel au bien-être humain? Et on commence à se rendre compte effectivement que c'est important de faire du sport. Et on va le comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans l'émission. Mais comme vous pouvez comprendre également, nous ne restons ni sur le sport, ni sur les arts plastiques, ni sur quoi que ce soit. On passe d'un sujet à l'autre de temps en temps. Et justement, la question que j'ai envie de te poser maintenant, depuis 4 ans, je sais que tu travailles pour une association qui s'appelle ESS, Espérance Sportive Destin. Et quelles sont les fonctions que tu remplis dans cette association? En fait, j'ai découvert cette association à mon arrivée en France en 2010. Comme on l'a dit au début, j'ai vécu une catastrophe naturelle qui a chamboulé pas mal en tout cas, pas mal de nos compatriotes haïtiens. Ça nous a poussé à non seulement prendre d'autres décisions qui peut-être auparavant on ne prendrait pas. En tout cas, c'était mon cas. Donc, j'avais besoin de me défouler, de me dépenser. Et puis, je suis tombée comme ça sur cette association, l'Espérance Sportive Destin. Donc, j'ai commencé là-bas. J'ai appris quasiment toutes mes bases, en tout cas tout ce que je sais et, par rapport au sport, aux activités liées au fitness. Je l'ai découvert par le biais de cette association et surtout par le biais d'un monsieur qui s'appelait Albert, qui est mort il y a 3 ou 4 ans, bientôt 4 ans. Et donc, je faisais des cours avec lui. J'étais assidue, j'étais tout le temps là, donc tous les jours j'étais là, donc j'ai progressé. Et parce que j'ai progressé justement, après sa mort, le président de l'association m'a proposé de le remplacer avec une autre dame qui s'appelle Marinella, qui a déménagé depuis. Et on donnait les cours en binôme. On a d'autres disciplines aussi comme la boxe, le karaté dans cette association, la zumba. Mais moi, je m'occupais de cette branche, en tout cas du fitness. On donne un cours danser, cardio-danser. C'est un mélange. En tout cas, c'est un cours que c'est un concept à moi, si je peux dire ça comme ça. Donc, je mélange
des pas de danse haïtienne, des pas de danse latine. C'est un mix. Et donc, ce cours, en fait, il est sur 1h30. On a 45 minutes de renforcement musculaire. On travaille les cuisses, les bras, les abdos. Et ensuite, on travaille le muscle cardiovasculaire, le cœur, par le biais des activités cardio. Et voilà, c'est un cours de fitness dansé. Wow, ok. Et comme j'aime bien dire, moi, quand je fais 1 heure de sport, 2 heures de sport, alors là, je suis épuisé après. À la fin de la journée, toi, tu fais du sport lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, peut-être le dimanche même, on ne sait pas. Et ça t'arrive. Oui. Et malgré ça, tu trouves le moyen de t'occuper, de gérer ce qu'on appelle Haïti en harmonie. C'est quoi Haïti en harmonie? Parce que c'est quand même une activité que tu dois gérer en plus de tes activités sportives et artistiques. Oui, Haïti en harmonie, comme son nom l'indique, c'est Haïti, c'est un jeu de mots, Haïti, E-N, puis espace A-R, harmonie. Donc c'est une page... A-R-T, apostrophe, Moni. Moni. Donc c'est une page qui regroupe environ une centaine d'artistes haïtiens. Qu'est-ce que ça s'appelle page? C'est une page Facebook? Une page Facebook. Ok. Donc c'est une sorte de galerie virtuelle, si je peux appeler ça comme ça. Donc... Et elle regroupe une centaine d'artistes haïtiens, donc environ une centaine de styles aussi. Ça permet... Alors, j'ai eu cette idée justement en 2012. Je voulais surtout... Enfin, c'était encore dans l'esprit ou alors dans l'idée de m'occuper un peu de moi-même, de me défouler, de me trouver une activité. Donc, j'ai trouvé cette idée, j'ai créé cette page et je voulais aussi montrer une autre facette d'Haïti que en général les gens en tout cas en France ne connaissent pas, parce que le plus souvent quand ils te croisent, le voisin, la voisine, souvent c'est des choses négatives. Donc je voulais aussi montrer ce côté-là, montrer que nous autres Haïtiens, on a la capacité de créer des choses positives et puis de nous réunir aussi. Donc cette page a réuni des artistes de renom comme Thierry Bartol, tout comme des artistes qui venaient de commencer. Donc, des artistes en herbe. Des artistes en herbe. Donc voilà, vous avez vraiment de tout. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil et s'il le faut, liker. Donc c'est Haïti, un art, apostrophe, Moni, Haïti en harmonie. Et ensuite, pour répondre à la question, donc nous, en tant que coach, on a ce qu'on appelle de l'endurance. On est endurant parce que pendant, en tout cas, toute l'année, j'ai étudié pendant toute une année pour devenir coach ou professeur de fitness. Donc, on a appris aussi à se protéger, c'est pas le mot exact, en tout cas, à ne pas trop se donner pendant les cours. Si, par exemple, j'ai 6 heures de cours, je sais comment gérer. Donc, je fais travailler mes adhérents tout en me protégeant moi et ma santé. Ensuite, on a ce qu'on appelle un mini concours d'entrée que l'État organise. Donc, il trie, c'est une sorte de tri. Donc, dans ce concours, vous avez des tests d'endurance. Donc, si t'es pas endurant, tu peux pas prétendre devenir coach sportif. Il faut passer par là pour pouvoir ensuite intégrer une école de fitness. Donc, tout ça m'a appris à me protéger, me conserver, tout en faisant travailler mes élèves. Mais quelles sont les différentes disciplines qu'on retrouve chez les membres de Haïti en harmonie? Tu as dit qu'il y avait quasiment une centaine de disciplines. Oui. Donne-nous-en 4-5 par exemple. On a le dessin, la sculpture, la photo, la céramique. En gros, on a la sculpture aussi. On a 5 disciplines à peu près. Donc à peu près tout ce qu'on a pu faire à l'ENAT en tout cas. Et ce sont des artistes qui sont éparpillés à travers le monde ou bien ils sont regroupés dans un ou 2 pays différents? Ce sont des artistes éparpillés à travers le monde. Donc aux États-Unis, le Canada, Haïti, France, un peu partout. Et donc encore une fois, ça réunit tout type d'artistes, tous les styles et à travers tout le monde. On dit souvent que les femmes en général arrivent à faire beaucoup de choses en même temps et apparemment c'est ton cas puisque je vais essayer de récapituler. Tu es professeur en arts plastiques, tu es coach personnel et de fitness
et tu travailles à l'association ESS, Espérance Sportive de Stein, mais tes activités associatives ne s'arrêtent pas, ne se limitent pas à cette association. Il y a Calais Bibit aussi, tu peux nous en parler un petit peu? Donc, Calais Bibit, Calais, K-A-L-E, B-B-E, BIT, B-E-A-T. Pour la musique. Donc, c'est une association, je crois qu'on a parlé d'elle au début, assez rapidement. C'est une association socioculturelle qui est basée à Saint-Denis, à Porte de Paris plus précisément. Donc, elle se donne pour mission, en tout cas générale, mission plus, comment on va dire ça, et particulièrement comme mission de produire des spectacles culturels et aussi des ateliers artistiques. Et voilà, en gros, cette association, elle évolue dans ce domaine. Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette association? Je suis bénévole dans cette association. Donc, tu donnes des cours aussi? Pour le moment, non. Non. Mais ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver, oui. Ça risque d'arriver. Et souvent, par exemple, récemment, on a organisé une activité sur les guédés. C'était le 31 octobre, vraiment un petit comité à cause du virus. Donc, je suis l'un des maquilleurs qui ont organisé, enfin, qui ont maquillé les personnages clés tels que Baron Samedi et Grande Brigitte. Donc, je maquille, je peux faire des décorations aussi, en tout cas, dans le lieu. Et voilà. Voilà, vous avez compris, notre invitée Mackenzie Détournel, c'est une femme complète, en tout cas au niveau artistique et sportif. Et on n'a pas fini parce que vous allez vous rendre compte qu'elle a encore pas mal de cordes à son arc. Je sais que tu aimes le cinéma. Oui, j'aime le cinéma. Peut-on aller jusqu'à dire que tu es une cinéphile? Non, je dirais pas ça comme ça, mais j'aime le cinéma. J'aime le cinéma, j'aime le fait de faire corps avec le film, parce que c'est pas exactement la même chose quand on regarde un film dans son salon, dans sa chambre avec son ordinateur. Le fait de se déplacer, de se déplacer pour le film, d'être dans un lieu spécialement dédié au film, on se sent, en tout cas pour ma part, j'ai l'impression de faire corps avec le film en question. Et quel est ton genre de film préféré? J'ai pas vraiment de préférence, mais je dirais plus sur les films les films documentaires. Les commentaires, donc surtout les documentaires. Oui. Alors, c'est dingue. On n'arrête pas et j'ai pas envie de m'arrêter parce que justement, il y a toujours quelque chose en plus à rajouter en ce qui te concerne. Qu'est-ce qu'une danse afro? Parce qu'on sait que tu danses aussi, tu aimes la danse aussi. Qu'est-ce qu'une danse afro? Qu'est-ce qu'une danse afro? Comme son nom l'indique, c'est une danse qui vient de l'Afrique. Nous, en Haïti, on a les danses afro, ou alors les gens les appellent les danses folkloriques. Mais folklorique, pour ma part, je trouve ça un peu péjoratif. Je préfère appeler ça danse afro-haïtienne. Il y en a qui les appellent aussi les danses vaudou d'Haïti. Donc, c'est des danses importées de l'Afrique qui ont connu des modifications de part de l'esclavage, du brassage culturel entre les peuples qui ont été déportés de l'Afrique. Et est-ce qu'on peut ou doit considérer ces danses afro comme du sport? Le sport. Alors, pour moi, il y a une différence entre le sport et la danse. En fait, la question, c'est si on pratique les danses afro, si on danse régulièrement, est-ce qu'on peut se dispenser de faire du sport? Ça dépend de ce qu'on cherche. Mais si vous cherchez, par exemple, à perdre du poids, donc là, oui, vous êtes largement dedans. Vous pouvez perdre beaucoup de poids avec les danses afro parce que c'est très, très physique, entre guillemets, si j'ose le dire comme ça. Par exemple, si on prend une danse ou un rythme comme le Ibo, vous avez beaucoup de pas sauter. Et donc, c'est très cardio, c'est très physique. En 1 heure, vous pouvez brûler à peu près l'équivalence de ce que vous pourriez faire en 1 heure de footing à une allure moyenne. Bien. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre un petit peu d'eau dans notre bouche.
Okay. Puisque tu affirmes d'être une amoureuse de la cuisine haïtienne, veux-tu nous dire exactement ce qui te plaît dans cette cuisine haïtienne? Ce qui me plaît dans cette cuisine, je pense que tout bon haïtien le sait aussi, c'est goût que cuisine nous gagne, une cuisine épicée, goût relevé et voilà. Moi j'aime goût cuisine haïtienne, épices qui très relevé là. Une question sans joker. Oui. Sais-tu cuisiner? Ah oui, bien sûr. Ah, pas même pas vous mentir là, non? Bien sûr que oui. Nous on cuisine là, nous allons mettre la donne rapidement, oui. Avec plaisir. Et quel est ton plat haïtien préféré, soit pour cuisiner ou pour déguster? Banane pesée piclis. Banane pesée piclis. Mais c'est un plat générique, ça. Non, mais c'est plat préféré quand même dans la cuisine. Tout le monde a fait ça, oui. Pas forcément. Banane pesée piclis, vous dites? Oui. Il n'y a pas de viande dedans, hein? Pas forcément viande. Pour banane non crasée ou frite, et pour faire piclis là? Ah ouais. Ah ouais. Les sportifs ne mangent pas de viande, en fait. Si. Alors, en parlant de ça, je consommais pas mal de viande rouge au début, avant. Mais depuis le tremblement de terre, pour revenir à ça, j'ai pas arrêté, mais j'en mange moins parce que ça m'avait dégoûté un petit peu. Je ne pas rentrer trop dans le sujet, je ne pas trop de détails, mais depuis l'image que moi t'ai ouais ça moi t'ai ouais dans gym pendant un moment, même pendant 6 mois, moi t'ai pas qu'à dire m'étais végétarienne parce que me manger poisson quand même, mais pas de manger viande rouge. Nous savons que chaque localité en Haïti a ses propres spécialités culinaires. Et d'après ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, paraît-il qu'il y a un plat mensuel en Haïti. C'est-à-dire chaque mois a son plat. Et ce plat devient plat national pendant tout le mois, quasiment dans tout le pays, puisque c'est national. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, je ne connais pas, mais moi, je crois que pendant le mois de mai, je mange un pile bouillon. Pendant le mois de décembre, je mange un pile de riz avec pois Congo. Le 1er janvier, tout le monde boit soupe. Le 1er janvier, tout le monde mange soupe. Vous mangez soupe ou bien vous boit soupe? Par contre, manger soupe. Moi, je me dis manger soupe. En Haïti, on dit boire soupe. On dit boire soupe. En France, on dit manger soupe. C'est-à-dire plus française qu'on y a que haïtienne. Ok, pas de problème. Donc, c'est peut-être parce que les liés avec époque là, parce que en décembre, nous avons un pile pois Congo. Et puis, mois de mai, mais après, que si chaque mois, on consomme et on mange en particulier, on connaît. Donc, moi, je prends un bagage. Ou c'est mon qui côté déjà? Ou c'est mon Akin? Moi, je suis sorti à Akin avec Jacques Mel. Quelle spécialité qui est dans la zone Sayo au niveau culinaire? Alors. Rien du tout? Ou pas mon zone, non, c'est mon bateau principal. C'est mon cafouille. Pas vraiment qu'à répondre à la question. Ok, pas de problème. Et comment peut-on aimer la verdure et en même temps aimer la mer? Est-ce que c'est compatible? Oui, c'est compatible. En tout cas, en Haïti, ça va de pair. Vous avez les cocotiers et vous avez les plages entourées de cocotiers, entourées de verdure. C'est différent qu'en France. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Ici, les plages de France sont désertes. On n'a pas de verdure, on n'a pas d'arbres, on a juste la mer et le sable. Tandis qu'en tout cas, chez nous, toutes les plages que j'ai visitées, nous avons de la verdure et la mer aussi, ça fait partie de la nature. Donc, pour moi, c'est la même chose. Et quand tu étais petite, tu écrivais beaucoup et apparemment, tu n'écris plus. Qu'est-ce qui s'est passé à ton amour pour l'écriture? C'est pas quand j'étais petite, c'était il y a déjà encore 10 ans. Donc, tu étais petite? Arrivée en France. Tu étais petite? Non, j'étais pas petite. C'était à mon arrivée en France. Tu étais 10 ans plus jeune. J'étais 10 ans plus jeune, on va dire ça, comme ça je préfère. Donc, il y a 10 ans, j'étais en quête d'activité, je voulais encore une fois me défouler parce que le sport, on fait ça une heure comme ça, c'est pas toute la journée. Donc, j'écrivais des ressentis, des vécus et
J'en publiais aussi sur Facebook 2-3 petits textes que j'en fais moi. J'écrivais aussi sur certains tableaux de la page, donc je mettais des petits textes accompagnés, mais là je suis pas inspirée. Je suis plus inspirée. Est-ce que ces écrits que tu faisais sont encore disponibles et qu'un jour tu comptes les publier pour accompagner éventuellement tes œuvres? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas pensé, mais pourquoi pas? Là, je te donne des idées, là. Hein? Oui, merci pour les idées. Existe-t-il un lien entre les arts plastiques et la création des bijoux, parce que tu es créatrice en bijoux ethniques faits main? Bijoux tu vas nous ethniques. expliquer tout ça, mais est-ce qu'il y a un lien entre les arts plastiques et les bijoux? Oui, la création des tout bijoux. tout ce qui est création, tout ce qui est modification de matériel, c'est des arts plastiques. Que ce soit des bijoux, des tableaux, etc. Tout ça, c'est des arts plastiques parce que moi, ce que je fais, je transforme, par exemple, des petits cailloux que je trouve en pleine nature, je les transforme en bijoux. Et donc, c'est une sculpture. Okay. Et donc, de l'art plastique. Donc, de la plastique parce qu'il y a modification. Il y a modification, je les de la peins, matière. je transforme. Donc, c'est des mini-sculptures. Donc, je fais aussi des pièces uniques, jamais deux. Donc, si vous possédez une pièce de ma création, donc j'ai d'ailleurs une page une page Facebook qui s'appelle Ma création, Mac comme Mackenzie, avec création. Donc, ma création où je publie les photos d'œuvres, les photos de bijoux que je crée. Et voilà, donc il n'y a jamais deux exemplaires, il y en a jamais deux. Alors, une question bizarre que je vais te poser, puisqu'on dit souvent que les artistes haïtiens, en général, ne créent jamais deux pièces identiques, parce que justement, ils ne savent pas faire deux pièces identiques. Ils doivent prendre deux bois haïtiens faits par même monde, ils n'ont pas la même grosseur, pas la même longueur, ils n'ont pas la même forme. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez donc C'est pas créer... vrai. Moi, je sais le faire. Je sais le faire. En série. Mais, oui, je sais travailler en série. Maintenant, tu as dit les artistes haïtiens. Certains artistes haïtiens. C'est même pas certains artistes haïtiens. On a les artistes, on a les artisans. Donc, les artisans, alors, sans dénigrer, c'est pas pour dénigrer. Peut-être qu'eux, ils ont moins de techniques. Donc, technique de reproduction. Nous, on a appris la technique de reproduction, comment reproduire une œuvre. C'est différent. Donc, quand on a été à l'école, on a appris à faire les choses. Et quand on a appris tout seul, on fait au pif, c'est différent. Donc, oui, je sais faire deux choses identiques. Bon, après, ça sera jamais identique. Donc, ils ont artiste pas fait qui est bois, ils ont artisan fait qui est bois. C'est normal, deux qui est bois, pas sembler. C'est pas que c'est normal. Là, je parle de C'est plus technique. logique. C'est plus logique. Là, j'ai parlé de technique. Et l'artisan n'a pas forcément les bonnes techniques. Et peut-être que c'est à cause de ça. Ok. Tu parles de bijoux ethniques. Pourquoi cet adjectif ethnique? Ethnique, des bijoux, j'aurais pu utiliser le mot créole, mais ou alors afro, mais ethnique renvoie plus à tout ce qui est typique à un pays ou à une race. J'aime pas utiliser le mot, mais pour le moment, c'est le seul qui me vient. Et donc, ça renvoie plus à des bijoux traditionnels, si je peux appeler ça comme ça. Quel genre de bijoux que tu fais en général? Des boucles d'oreilles, des pendentifs Oui, des boucles d'oreilles, des pendentifs, je fais aussi des bracelets. Des colliers. Et des colliers. Et donc, je travaille avec des perles en bois ou en corne. Je travaille aussi avec des cailloux récupérés, des bouts de bois, ça peut être vraiment n'importe quoi. Je travaille aussi avec du cuir avec vraiment du cuir poilu, donc avec les poils les poils dessus, donc je les modifie, je les transforme en bijoux. C'est pour ça que je les appelle bijoux ethniques, parce que ça renvoie plus à un peuple. Très bien. Nous vivons une période assez difficile, il faut le dire. La crise sanitaire, ça fait un moment que ça dure et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et tu as peut-être cette chance d'avoir différentes activités, certaines qui bénéficient de cette crise, certaines qui subissent cette crise. Comment vis-tu cette période Bon, moi, avec toutes tes activités? Je bénéficie.
je bénéficie pas de cette crise totalement parce que, vous le savez déjà, les artistes, les sportifs, ceux qui sont dans l'événementiel, donc on souffre. Même les salles de sport souffrent, c'est vrai. Les salles de sport sont fermées. Moi, personnellement, la salle dans laquelle j'avais fait mon stage pour valider mon brevet, et elle a été liquidée. Donc, c'était une grande salle, environ 9000 abonnés sur 3 étages. Et elle n'a pas quand même vécu à tout ça. Donc, pour vous dire que de ce côté-là, moi, j'en souffre. Je suis aussi à mon compte. Donc, je travaille dans d'autres salles dans la capitale. Et depuis, je gagne quasiment rien par rapport à ça. Sinon, étant donné que je suis salariée dans une autre salle, je suis au chômage partiel, en tout cas jusqu'au 24 janvier. Et puis après, comme je travaille en tant que prof d'art plastique au collège, ça me permet de quand même continuer. Donc ça sert d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est pas vraiment plusieurs cordes parce que je suis plasticienne, j'enseigne les arts plastiques. Pour moi, c'est la même chose. Je partage mes connaissances, je partage tout ce que j'ai appris, mes expériences. Donc ça sert d'avoir plusieurs activités. Plusieurs activités. Je préfère plusieurs salaires, on va dire. Exactement. Mais c'est pas vraiment différent. C'est encore les arts plastiques. Et même le sport, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence parce qu'on a quand même un côté artistique dans le sport, dans la réalisation des mouvements. Et aussi, je reste quand même prof, donc prof et prof. Okay. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est bénéfique d'avoir plusieurs activités. Plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités, plusieurs activités. Donc, si j'avais été uniquement artiste, je pense que j'aurais vraiment souffert davantage. Beaucoup, oui. Et nous arrivons au terme quasiment de cette première partie, puisque la deuxième partie, c'est la partie marrante où on va te poser des questions bizarres auxquelles tu vas essayer de répondre, mais tu n'auras pas droit au joker. Mais avant de terminer, cette question qui me tient beaucoup à cœur, si tu avais, toi, Mackenzie Détournel, l'artiste, la coach, la professeure, etc. Si tu avais le pouvoir de modifier une seule chose dans le monde, qu'est-ce que tu modifierais ou que tu annulerais? Qu'est-ce que je modifierais? Je pense que je modifierais le racisme. Parce que, selon moi, tous les maux du monde sont... En fait, le racisme, c'est la base de tous les maux du monde. Pourquoi? Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays africains, par exemple, la faim, dans d'autres pays en Amérique latine aussi, tandis que dans d'autres pays, dans des pays européens par exemple, on jette beaucoup de nourriture, on jette de la nourriture. S'il n'y avait pas ce côté côté gaspillage, tu es différent, tu es... Je sais pas moi, tu n'es pas de ma race, je pense qu'on n'aurait pas eu ce problème parce qu'il y a quand même suffisamment de nourriture pour repartager avec tout le monde. Et même les guerres, la plupart des guerres aussi, elles proviennent du racisme, du je me sens plus important, je me sens supérieur, tout ça, ça crée ce qu'on appelle... je trouve pas le mot. Même récemment, on a entendu parler pas mal fait politique, on me fait rentrer là-dedans. Mais tu sais, la politique fait partie de notre vie. Hein. Oui, c'est un commentaire, c'est un avis. Oui, mais c'est un sujet assez sensible que j'allais soulever, donc tu préfères ne pas y entrer. Aurais-tu une idée de ce qui pourrait aider Haïti? C'est la dernière question. Une idée de ce qui pourrait aider Haïti à se développer rapidement? Moi, je pense, c'est peut-être parce que je suis dans le domaine culturel, je pense que la culture est la clé du développement du pays, parce que Haïti n'est pas un pays on n'est pas industrialisé, ou alors on n'en a pas beaucoup, tandis que la culture, quand je dis la culture, vous avez aussi la littérature, etc. Donc tous les ans,
on voit des écrivains haïtiens qui remportent des prix, c'est la preuve qu'on a la capacité de vendre la culture et d'en vivre. Et même au niveau des créations visuelles, par exemple le Brésil, il gagne des millions tous les ans avec son carnaval. Nous, on développe aussi le carnaval chez nous, mais peut-être pas suffisamment, qui fait qu'on n'arrive pas à gagner, à vivre de ça, mais je pense que la culture, les arts, est la clé du développement du pays. Très bien. On ne peut pas avoir de carnaval sérieux avec autant d'insécurité dans une capitale ou dans une ville. Je suis d'accord, oui. Je suis d'accord. Mais l'insécurité, qu'est-ce qui crée l'insécurité? La pauvreté. C'est la pauvreté. Si en ayant des carnavals, alors avec les carnavals, on peut déjà créer des emplois. On peut faire vivre les artisans avec leur production. Donc tout ça, déjà, je pense que ça diminuerait déjà la pauvreté. Tu en as parlé, je te pose cette dernière question. Est-ce que Haïti peut vivre sans carnaval? Parce que le carnaval, on sait que c'est une source de revenus pour beaucoup de gens, y compris beaucoup d'artistes. Est-ce qu'on peut se payer le luxe de ne pas faire de carnaval sur 1, 2, 3 années? Oui, on peut vivre sans, parce que jusque-là, mis à part 2-3 personnes qui en profitent, on ne gagne pas grand-chose avec le carnaval en tout cas. Parce qu'on ne fait pas rentrer de l'argent de l'extérieur. Donc, on ne gagne pas gros en tout cas avec le carnaval, donc oui, on peut en vivre. Mais toutes les petites marchandes, tous les petits marchands, ils bénéficient du carnaval parce qu'il y a beaucoup plus de clients dans les rues. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais je pense qu'on peut... On pourrait faire beaucoup mieux. Oui. Très bien, nous marquons une dernière pause dans cette émission avant de retrouver le Transquiz qui arrive dans quelques instants. C'est la partie marrante de l'émission. À tout de suite. Nous revenons tout de suite sur le plateau de Transparence avec Mackenzie Détournel, notre invité, qui va affronter le Transquiz tout de suite. Je demande le logo de Transquiz. Voilà, le Transquiz, c'est tout de suite. C'est sur H-Live avec Mackenzie Détournel. Est-ce que tu es prête pour ton Transquiz? Prête. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Transquiz? J'imagine un peu. Donc, c'est des jeux questions-réponses? Oui, c'est 3 questions que je te pose. Tous les invités ont droit à 3 questions, sauf quand les invités sont plusieurs. Et là, on décide du nombre de questions. Ça peut être 1 ou 2, mais en général, quand tu es toute seule comme toi aujourd'hui, tu as droit à 3 questions. Tu ne peux pas appeler un ami, tu ne peux pas demander un joker, tu ne peux pas dire je ne sais pas. Si tu peux dire je ne sais pas. Okay. Mais en général, ce sont des questions qui ont plus ou moins un rapport avec toi, qui n'ont pas forcément un rapport avec le contenu qu'on a traité, mais qui peut quand même avoir plus ou moins un rapport avec toi ou tes activités. Ok. Prête. Prête? Parfait. Première question. 1 sur 3. C'est parti. Peux-tu nous citer le nom de 3 rythmes et pas de danse traditionnelle haïtienne? Oui, Yanvalou. Oh, roi les vite, oui. Attends. Yanvalou, oui, Yanvalou, ok. Nago. Yanvalou, Ibo et Nago. Et Nago. Alors, le Ibo, c'est une danse qui représente la danse des esclaves, c'est bien ça? Oui. Et le Nago, c'est quoi? C'est la danse de guerre, c'est ça? La danse du guerrier. Donc, ce sont les guerriers qui dansaient le Nago. Oui, c'est ça. Et le Yanvalou? Le Yanvalou, ça reprend un peu les mouvements des vagues, du vent. Il y a beaucoup d'ondulations. C'est une danse rituelle qui a pour divinité Dambala et Aïda Wedo. C'est pas Dambala Wedo, c'est Dambala et Aïda Wedo. Oui, chez les Brésiliens, je crois qu'on l'appelle Mamiwata. Ils ont ça aussi chez eux, mais c'est un peu différent. La danse, ça se ressemble en tout cas, mais leur divinité s'appelle Mamiwata. Tu vois, je suis sympa, je ne veux pas te demander de nous montrer comment on danse ça, mais non. C'est pas l'envie qui me manque. Hein? Ok. La deuxième question, est-ce que tu es prête? Prête. Ou bien est-ce que tu as d'autres noms de danse à nous donner en plus de ces 3-là? Oui, on a le rara, tout le monde connaît. Le rara, bien sûr. Le rara, c'est une danse quoi? C'est une danse qu'on danse le vendredi saint, c'est ça? Festive. Vendredi saint oui. jusqu'au dimanche de Pâques. Oui, on se lâche. On a, comment il s'appelle cette danse? Avant que tu ailles dans l'autre danse, apparemment le rythme rara, c'est un rythme dit agraire. C'est vrai ça? Ça concerne un petit peu les agriculteurs, les gens qui bossent dans les champs. Non, ça, alors, comment on appelle ça déjà?
Ah, j'ai oublié le nom. Il y a une danse pour les adultes. C'est peut-être le combit, non? Le combit, oui. Le combit, c'est ça. Ouais, nous même. Nous sommes. Nous comptons danser tout, oui. Nous sommes. Ok, deuxième question. Est-ce que tu es prête? Oui, prête. Tu étais à l'école chez Eddie Pascal, bah ouais? Eddie Pascal. Très bien. Fondé en 1976, le collège mixte, parce qu'on pas très mais à l'école côté Genti seulement, ou décidé à le côté qui mixte. Côté Genti garçon, oui. Donc, fondé en 1976, le collège mixte Eddie Pascal est une école privée de 450 élèves qui va de la maternelle à la philo. Et tu as fait des classes préparatoires à la philo là-bas. Oui. Eddie Pascal, le directeur de ton ancienne école, donc, est décédé en avril 2015. Tu nous l'as dit, je ne sais pas si tu savais le mois, mais tu nous as dit qu'il était effectivement décédé en 2015. Juste l'année, j'avais dit. Et ça à la suite d'une brève maladie. Est-ce que tu sais à quel âge mourut Eddie Pascal? Je te donne 3 possibilités. Ok. 63 ans, 65 ans ou 69 ans? Non, 63, 65 ou 67 ans. Je vais choisir les 3. Tu ne peux pas choisir les 3 parce qu'il n'est pas mort à ces 3 âges-là. Il faut choisir un seul âge. 63, 65, 67. 63. 63. Tu choisis 63 parce que tu le sais ou bien parce que tu as choisi le premier? Je le sais. Tu le savais? Oui. Et vous avez besoin de choisir les 3? Je voulais faire semblant. Ah, tu voulais faire semblant, ok. Effectivement, il est décédé à l'âge de 63 ans, Eddie Pascal. Selon les témoignages de Bovens Johannis, qui était un bon ami du défunt directeur, eh bien, Eddie Pascal n'avait pas le courage d'accepter que des enfants n'aillent pas à l'école. Donc, il a confié et qu'il avait trouvé des passionnés comme lui, qui l'ont donc aidé à gérer l'école financièrement pour que des enfants qui n'ont pas les moyens puissent accéder quand même à l'école. Et je trouve ça génial. Depuis qu'Eddie Pascal a fondé le collège qui portait son nom, il a formé plusieurs générations d'élèves. Et tu fais partie de ces élèves. Je voudrais juste ajouter aussi que c'était l'une des écoles, en tout cas pour les écoles de Carrefour, en tout cas, qui n'avaient pas uniquement Carrefour, peut-être d'autres écoles du centre-ville aussi et d'autres villes, une des écoles avec une grande bibliothèque. Très bien, donc il y avait une bibliothèque assez riche. Oui. D'où justement ce côté intéressant où les élèves avaient les connaissances qu'il fallait. On avait les connaissances qu'il fallait. Ensuite, on était bien installés, donc de grandes tables, des chaises, tandis que dans d'autres collèges, on avait des bancs. C'était exigu, des petites salles. C'est ça. Nous, on a toujours été, ce côté-là, il y tenait et il l'a fait. Donc, on avait vraiment un cadre d'apprentissage assez agréable. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais vraiment, que tu côtoyais? Parce que tu nous as dit, quand tu étais en philo, c'est lui qui t'a dirigé vers l'école Lénart. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais vraiment, qui faisait peut-être des cours? Je ne sais pas. Souvent, les directeurs donnaient des cours également. Il donnait des cours de français. Et c'est quelqu'un que je connais depuis, j'avais 7 ans, quoi. De 7 ans jusqu'à ce que je quitte le pays. Et je me rappelle même que j'avais été chez lui pour lui dire que j'allais laisser le pays pendant un certain temps, donc en 2010. Tout ça pour te dire que c'est quelqu'un qui m'était quand même très proche. Et puis c'était une amie d'une tante à moi qui est morte il y a longtemps. J'avais 7 ans ou 8 ans aussi. Donc c'était presque un tonton. C'était presque un tonton. Et je me rappelle aussi quand on payait pas à temps, donc il aimait bien aussi les élèves, les enfants intelligents. Donc pour lui, c'était pas un problème. C'était pas un problème que vous ne puissiez pas payer, à condition que vous soyez au top. Oui, il savait que aussi, dans tous les cas, on allait payer, mais quand on n'était pas, quand on payait pas, voilà, c'était pas un problème. On n'avait pas de problème, voilà. Donc c'était franchement, donc c'était vraiment une personne importante avec un cœur. Il a fait ça avec tout son cœur et il s'est dévoué et a lutté pour que le système éducatif haïtien ait quand même cette belle éducation. En tout cas, soit amélioré. Eddie Pascal, un monsieur à connaître, qu'il faut absolument faire des recherches sur lui et vous allez apprendre beaucoup de belles choses. Ce monsieur qui nous a quittés à l'âge de 63 ans, trop tôt, en 2015, c'était au mois d'avril. Voilà. Tu es prêt pour la 3e et dernière question? Tu as fait du 2 sur 2 quand même pour l'instant. Je suis trop forte. Ah, tu es trop forte. Là tu m'impressionnes. Je sais. Mais je vais te piéger avec la 3e et dernière question. Bon, j'espère pas. Et j'attends.
Qui sont Alain Lemaire et Paul Toussaint? Toussaint l'ouverture? Non, pas du tout. Mais ça doit. Paul Toussaint. Paul-Henri Toussaint. Je crois que c'est des chefs cuisiniers haïtiens. Oui, bravo. Tu les connais? Non, pas vraiment. Oh, wow. J'ai fait un peu de recherche, en tout cas, sur la cuisine haïtienne. Et apparemment, il y a une émission en Haïti qui, en tout cas, c'est comme le petit frère de Top Chef ici en France, où des chefs cuisiniers concourent pour le titre du chef. Très bien. Et justement, Alain Lemaire est un chef cuisinier à succès au niveau international. Il est copropriétaire et chef exécutif de Sensory Delight. C'est un traiteur, un service traiteur basé en Floride, aux États-Unis. Il est aussi coproducteur de l'émission culinaire Le Chef. Le chef, ok, c'est lui le chef. Il est coproducteur de cette émission. Et puis, quant à Paul-Henri Toussaint, il a obtenu son diplôme de cuisine au Collège La Salle, du côté de Montréal, et où il termine parmi les meilleurs de sa promotion, s'il te plaît. Et puis, il est le chef du restaurant Azu à Port-au-Prince, tu connais? Non, j'ai pas eu le. Ok. J'ai pas eu le. Je t'en parle brièvement après. Azu à Port-au-Prince et également de l'Agricole à Montréal. À Montréal. Azu en Haïti, c'est un restaurant qui se trouve, on l'appelle également Rooftop. C'est un restaurant qui se trouve sur le toit d'un hôtel à Pétionville. Ça me dit quelque chose, ça. Et c'est tout simplement sympa, il y a une piscine et tout. Wow. C'est vraiment quelque chose de sublime. Il faut y aller alors. Et justement, Paul-Henri Toussaint est le chef de ce restaurant. D'accord, ok. Voilà. Bon. Tu as quand même fait du 3 sur 3, hein. Tu m'impressionnes. Sublime. Maintenant, j'ai une dernière question avant de clôturer l'émission. Ah, ça fait 3, ça fait 4. C'est fini, non. Okay, c'est terminé pour Transcuse, on peut enlever le logo. Voilà, c'est parce qu'elle a vu le logo, c'est pour ça qu'elle pensait que c'était pas terminé. C'est terminé pour Transquiz, c'est terminé quasiment pour Transparence, mais une toute dernière question. Nous sommes au mois de janvier 2021. Est-ce que tu as des vœux à présenter à la communauté, à Haïti, etc., ou bien tout simplement des conseils à donner aux gens? Toi qui es sportif, peut-être que tu vas nous conseiller de faire du sport, j'en sais rien. Exactement. Et vas-y, on t'écoute. Ce sont les derniers mots, les dernières paroles dans cette émission. Janvier 2021. Nous sommes en janvier 2021, tout à fait. Alors, je vais parler créole, du coup, pour clôturer l'émission. Moi, souhaité pour l'année 2021 pour moins insécurité, ça veut dire plus sécurité. Moi, souhaité pour si mon a chance d'aller à l'école gratis, parce que c'est quand même pas normal pour mon a payer bon. Oui, on peut payer, mais c'est un choix pas la payer. Mais je souhaitais pour mon, par exemple, si mon parent n'a pas de moyens ou capacité pour payer l'école privée, gain accès à l'école. Moi, souhaitais surtout que l'État ici, en tout cas, n'a pas réfléchi sur la question, mettez des corps de pompiers. En tout cas, les gens qui sont formés dans les soins, dans les premiers soins, parce que pas ça quand même en Haïti, si on est malade là, on pense qu'on va mourir sans arriver à l'hôpital là, parce qu'on n'est pas équipé pour ça. Moi souhaitais que la question kidnapping n'en finisse, parce que c'est quand même ça qui est à la mode dans le moment. Et puis, c'est tout le monde qui peut mettre les mains ensemble, qui peut pas s'y tirer. Je dis c'est Sitiret qui comment un proverbe l'a dit encore? Pas le proverbe, mais c'est Sitiret qui créait ça qui existait, tout à fait. Donc, si on monde connaît, par exemple, monde qui dans tête, kidnapping, monde qui kidnappe, ou bien au moins un soupçon, toujours, moi c'est toujours un témoin quand même. Je pense que c'est pas négligé, mettez nom dehors, bail non, mettez tête ensemble et puis pour insécurité finie. Donc, pas aucun pays dans le monde là qui toujours continue qui est à l'abri de l'insécurité, mais au niveau quand même où on pas supposé dépasser. Moi souhaité pour niveau ABC, moi souhaité par-dessus tout pour grand goût fini, parce que grand goût n'invente pas douce. Je pense que c'est base, c'est la base, c'est si vous pas manger n'invente tout, pas apprendre. Donc, et puis comme conseil, moi souhaité nous faire sport. Pour qui ça fait sport, non seulement ça permet de nous défouler nous,
ça permet de nous rester en bonne santé, ça permet de nous surtout renforcer le système immunitaire nous qui c'est une meilleure façon pour le moment en tout cas qui a permis de nous combattre le virus corona. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pradel. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'était Mackenzie Détournel dans cette émission, dans cette 28e édition de Transparence. Le thème de cette émission, vous l'avez compris, c'était la pratique du sport est-elle un élément essentiel au bien-être humain? Par rapport à tout ce que nous avons dit, même par rapport au dernier conseil que notre invité vient de vous donner, je pense que la réponse est oui. Et donc, je vous invite à bien regarder cette émission, à la partager avec tous vos proches, tous vos camarades, tous vos amis. Et merci encore d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que cette émission était possible grâce au support de la revue culturelle Boyo Magazine, grâce à l'émission Boulevard du Compas, grâce à l'artiste Wilson Amos, et également nous disons un gros coup de chapeau, nous disons un grand merci au restaurant Aux Ananas qui soutient notre chaîne H-Live. Merci d'avoir été des nôtres, c'était Pradel Saint-Fleur pour cette 28e édition de Transparence. Je vous dis à très très bientôt. Allez, bye bye.